Il vivait en secret avec son premier amour. Un mois plus tard, il est rentré, mais j'étais parti. Lorsque la berline noire s'arrêta devant le domaine de Grignancourt, le ciel s'était déjà teinté d'un gris ardoise profond. Henri Dubois coupa le moteur, mais ne sortit pas immédiatement de la voiture. Il tapota 2 fois le volant du bout des doigts, son soupir empreint de l'irritation d'avoir son travail interrompu. Pendant le dernier mois, il avait vécu dans un appartement de luxe d'entreprise dans le Marais, loué par son amour de jeunesse, Chloé Bernard. Il n'avait aucune intention de divorcer. Il trouvait simplement épuisant que sa femme, Hélène, ait récemment commencé à demander s'il pouvait encore se considérer comme un couple marié. Il croyait sincèrement que s'il mettait un peu de distance entre eux, elle gérerait ses émotions et reviendrait à s'occuper tranquillement de leur maison comme elle l'avait toujours fait. Il n'était pas revenu ce soir pour voir Hélène. Création Sterling SA avançait sur le projet de revitalisation du port historique de Bordeaux, et il avait besoin d'un ensemble de notes d'enquête d'il y a 5 ans. Les originaux non numérisés étaient conservés dans son bureau à domicile. Au moment où il déverrouilla la porte d'entrée, Henri s'arrêta net. C'était trop silencieux. Auparavant, même tard le soir, une seule lampe d'ambiance restait allumée dans le salon. Un magazine d'architecture qu'Hélène lisait à moitié reposerait face contre terre sur le canapé, et une bouilloire d'eau chaude attendrait sur l'îlot de la cuisine. Les arrangements floraux changeaient avec les saisons, et le léger arôme réconfortant de légumes rôtis et de bouillon persistait toujours dans la cuisine. Maintenant, cela ressemblait à une maison témoin mise en scène. Les meubles étaient les mêmes, mais la vie en avait été complètement extraite. Il appela le nom d'Hélène. Aucune réponse. Il ouvrit le réfrigérateur. Les médicaments pour l'estomac stockés spécifiquement pour lui et les soupes préparées avaient disparu. À l'étage, dans la chambre principale, le lit était fait avec une précision d'hôtel. Sur la coiffeuse, seuls les faibles cercles de poussière des flacons de parfum restaient. Lorsqu'il ouvrit le dressing, tout un côté était complètement vide. Les vêtements d'Hélène, ses chaussures, ses bacs de documents de travail, les bijoux transmis par sa mère. Tout avait disparu. Un malaise inexplicable et lourd gonfla la poitrine d'Henri. Elle est probablement juste allée chez ses parents, marmonna-t-il. Les mots résonnaient creux dans l'espace immense. Quand il redescendit, il remarqua une fine chemise cartonnée placée parfaitement au centre de la table basse. Dessus reposait un stylo à billes noires et ses clés de maison. La couverture du dossier portait une écriture soignée, accord de règlement de divorce. Au bas se trouvait la signature d'Hélène Fournier et la date. Les termes étaient clairs. La division des biens devait être traitée strictement conformément à leur contrat de mariage et à la loi de l'État. Elle ne formulait aucune demande excessive au-delà de ses économies personnelles et de ses biens individuels. La maison conjugale devait être évaluée et sa part rachetée. Ses affaires personnelles avaient déjà été déménagées et toute communication future devait être dirigée par son avocat. Il n'y avait pas une seule ligne de ressentiment. Aucune mention du nom de Chloé, aucune accusation de trahison, aucune supplication désespérée sur l'amour qu'elle lui portait. Cela ne fit qu'irriter davantage Henri. Elle est incroyablement dramatique, pensa-t-il. Il rejeta l'accord sur la table. Depuis leur mariage, Hélène ne l'avait jamais fortement défié. Elle préparait son petit déjeuner, emballait ses bagages pour les voyages d'affaires, et chaque fois qu'il rentrait furieux d'une réunion de conseil chaotique, elle lui servait tranquillement un repas chaud. Au travail, elle dirigeait la division de conception spatiale chez Sterling. Pourtant, à la maison, elle ne laissait jamais transparaître sa propre fatigue. À cause de cela, Henri s'était convaincu que sa dévotion était simplement sa nature inhérente, pas un acte d'amour profond. Cet accord de divorce était sûrement sa dernière tactique pour le forcer à rentrer à la maison. S'il l'ignorait pendant quelques jours, elle lui enverrait un message d'excuse. S'il disait qu'il revenait, elle viendrait récupérer ses clés. Pensant ainsi, il chercha les documents dans son bureau. De vieux souvenirs refirent surface les uns après les autres. Hélène triant des plans avec les doigts gelés une nuit d'hiver. Hélène se levant à 5 heures du matin pour lui faire du porridge parce que son estomac le tracassait. La nuit où ils avaient décroché leur premier contrat important, et comment elle avait souri, l'air plus heureuse de son succès que du sien.
Henri fourra les dossiers dans son porte-documents en cuir comme pour balayer les souvenirs. Elle a vraiment choisi la période la plus chargée de l'année pour faire des scènes. Juste avant de sortir par la porte d'entrée, les clés abandonnées attirèrent son regard. Hélène n'avait laissé aucune place au retour. Pourtant, Henri glissa les clés dans sa poche. Il ne se rappelait pas avoir donné à sa femme le droit de décider quand les choses se terminaient. Le lendemain matin, dès qu'il entra dans la suite exécutive au dernier étage du siège, il ordonna à sa secrétaire de faire venir Hélène. La secrétaire resta figée, le visage pâle. « Vous n'avez pas entendu » claqua-t-il. « Monsieur Dubois, Hélène n'est pas simplement absente pour la journée. » Le directeur des ressources humaines dut être appelé. Après avoir choisi ses mots avec soin sous le regard d'Henri, il finit par livrer la nouvelle. Hélène a finalisé sa démission il y a 2 semaines. Les 11 membres clés de la division de conception spatiale ont également formellement démissionné. Ils ont tous rejoint notre concurrent, partenaire Design Apex. Monsieur, n'étiez-vous pas au courant ? Les coûteux stylos plumes d'Henri lui glissèrent des mains. Hélène n'avait pas seulement disparu de leur maison. Elle avait disparu de l'entreprise. Et ce n'était pas une décision impulsive prise la veille. Il y a plus d'un demi-mois, alors qu'il vivait avec Chloé et ignorait les tentatives d'Hélène de le joindre comme étant agaçantes, elle avait discrètement et méthodiquement fait ses cartons. Henri, accompagné du directeur des RH, se dirigea vers l'étage de la conception spatiale. À chaque étage que l'ascenseur descendait, quelque chose se serrait dans sa poitrine. Quand les portes s'ouvrirent, l'espace qui l'accueillit était si étrangement silencieux qu'il était difficile de croire que c'était un matin de semaine. Aux bureaux principaux près des fenêtres, les lumières étaient éteintes. Les étagères de modèles architecturaux et les supports d'échantillons de matériaux étaient complètement vides. Seuls les ordinateurs portables fournis par l'entreprise et les dossiers de passation méticuleusement organisés restaient sur les bureaux immaculés. Il n'y avait aucun signe de fuite chaotique. Au lieu de cela, c'était nettoyé si parfaitement que personne ne pouvait émettre la moindre plainte. « Quel est le statut des 3 projets mixtes du port historique de Bordeaux » demanda Henri. Le visage du directeur des RH devint sombre. « Les contrats sont avec notre cabinet, mais les 3 clients demandent une révision de la structure d'exécution en raison du changement soudain de personnel principal. Les recherches indépendantes créées par Hélène et les modèles de circulation urbaine qu'elle possédait avant de nous rejoindre ont des limitations de licence strictes. Les livrables physiques de l'entreprise ont été remis, mais la confiance des clients et son jugement spécifique en tant que responsable de la conception ne peuvent être transférés. Nommez simplement un remplaçant, ordonna Henri. La nuit dernière, le directeur adjoint restant a démissionné du projet. Il a déclaré qu'il n'avait pas la capacité de maintenir les 3 projets simultanément. Henri tourna son regard vers le jeune personnel restant. L'un d'eux parla d'une voix tremblante. « Monsieur Dubois. Hélène a remis tout ce qu'elle pouvait légalement, mais nous ne comprenons pas le contexte plus profond de ces matériaux pour prendre les prochaines décisions exécutives. » Ah. Après leur mariage, Hélène avait continué à utiliser son nom de jeune fille, Fournier, dans des contextes professionnels. Henri avait toujours supposé que c'était juste pour des raisons de commodité logistique. Non pas parce qu'elle protégeait son identité établie en tant qu'experte. Il lui avait dit d'innombrables fois que le département de conception n'était qu'un centre de coûts. Les ventes apportaient les contrats. La gestion déplaçait l'argent. Et c'est ainsi que l'entreprise survivait. Hélène n'avait jamais répliqué. Elle était simplement retournée à son travail. Mais en regardant les sièges vides devant lui, le silence exposait bruyamment à quel point sa pensée avait été incroyablement superficielle. Henri sortit son téléphone et composa son numéro. Ça ne sonna même pas. Cela alla directement à une messagerie vocale automatisée. Il ouvrit son application de messagerie et tapa « Reviens au bureau tout de suite ». Mais une notification apparut indiquant que le message ne pouvait pas être livré. Il était bloqué. La secrétaire, le directeur des RH, le jeune personnel, personne ne leva les yeux. Auparavant, Hélène était toujours celle qui attendait une réponse. S'il était en réunion, elle attendait des heures. S'il était en voyage d'affaires, des jours. Quand il était avec Chloé,
elle pouvait rester sans réponse indéfiniment. Pourtant, Hélène ne le blâmait jamais. Elle s'excusait simplement, disant qu'elle savait qu'il était occupé. Cette même femme avait maintenant complètement bloqué toute entrée pour ses mots. « Amenez la voiture », ordonna Henri, tournant sur ses talons. Partenaire Design Apex était une entreprise de conception spatiale urbaine connaissant une croissance explosive ces dernières années. Leur PDG, Julien Lambert, était réputé pour proposer des concepts combinant design architectural avec opérations communautaires et programmation culturelle. Création Sterling SA s'était affrontée à eux sur de nombreux appels d'offres massifs. La réceptionniste tenta d'arrêter Henri, déclarant qu'il n'avait pas de rendez-vous, mais il l'ignora. Vers l'arrière du plateau de conception à air ouverte, Hélène terminait juste une réunion de projet. Les manches de sa chemise blanche impeccable étaient retroussées jusqu'au coude, ses cheveux attachés simplement. 11 personnes étaient réunies autour d'elle, vérifiant les livrables finaux. La femme qu'Henri connaissait était une femme qui regardait anxieusement l'horloge pour son retour, se réprimant constamment pour ne jamais élever la voix. L'Hélène debout devant lui était entièrement différente. Nous allons procéder à la version finale en utilisant ce flux de travail. Veuillez faire en sorte que les données intégrées soient complétées d'ici 10 heures demain matin. Le calendrier est brutal, mais ne paniquez pas et ne sacrifiez pas la qualité. Si vous rencontrez un obstacle, ne le gardez pas pour vous. Partagez-le immédiatement. Sa voix était calme, pourtant chaque personne répondit sans hésitation. La colère et la panique montèrent simultanément en Henri. « Hélène, ça suffit. » Le bourdonnement de l'étage cessa. Hélène se retourna lentement. Il n'y avait ni surprise, ni agitation dans ses yeux. Elle le regarda exactement comme on regarderait un fournisseur commercial. « Est-ce que vous vous adressez à moi ?» demanda-t-elle. « Vous videz la maison, prenez mes subordonnés et courez chez un concurrent. Mais qu'est-ce que vous vous imaginez ? Partir sans un mot à votre mari. Pendant que vous passez un mois à vivre avec votre petite amie de lycée ? J'ai simplement pris des décisions concernant ma propre vie. » Les yeux de tout le bureau se braquèrent sur Henri. « Vous voulez discuter de problèmes conjugaux ici ?» siffla Henri. « C'est vous qui avez fait irruption dans le bureau d'un concurrent sans rendez-vous pour me crier dessus. Si vous n'aimez pas les scènes publiques, vous auriez dû respecter les limites de base dès le début. » Henri lui saisit le poignet. « Nous parlons dehors. Lâchez-moi. Nous devons parler. » J'ai dit, lâchez-moi. À ce moment, une voix calme coupa la tension. Monsieur Dubois, ce n'est pas un endroit où vous êtes autorisé à exprimer vos émotions personnelles. Julien Lambert descendit le couloir. Il jeta un coup d'œil à la prise d'Henri, puis vérifia le visage d'Hélène. C'est un problème entre ma femme et moi, claqua Henri. Si c'est une affaire personnelle, réglez-la en dehors du bâtiment. Si c'est une affaire professionnelle, prenez rendez-vous. Restreindre physiquement mon employé ne rentre dans aucune de ces catégories. Henri relâcha sa prise. Une marque rouge resta sur le poignet d'Hélène. Julien n'agit pas de manière excessivement protectrice. Il se tourna simplement vers la réceptionniste et lui demanda de s'assurer qu'aucune personne non autorisée n'entrait dans les zones restreintes à l'avenir. Cette instruction clinique fut plus humiliante pour Henri que toute autre chose. Hélène se rendit au salon de réception et sortit de son sac une copie de l'accord de divorce. Je vais expliquer cela une seule fois. J'ai l'intention de diviser nos biens strictement selon le contrat de mariage et de procéder à un divorce par consentement mutuel. Si vous refusez, je déposerai une demande de médiation auprès du tribunal de la famille. Quant aux questions d'entreprise, demandez à votre équipe juridique de contacter la nôtre. Rendez-moi mon équipe et mes projets. Les gens ne sont pas des propriétés. Chaque individu ici a démissionné de son propre chef et a choisi son prochain lieu de travail. Les clients réévaluent simplement le cadre d'exécution conformément à leurs droits contractuels. Vous les avez manipulés. Les dates de démission, les journaux de passation, les examens de non-concurrence et la séparation de la propriété intellectuelle personnelle des actifs de l'entreprise. Tout a été approuvé par mes avocats et mes consultants en RH. Si vous souhaitez intenter un procès, faites-le formellement. Pour la première fois, Henri réalisa qu'Hélène n'avait pas agi par rage impulsive.
Elle avait méticuleusement construit sa voie de sortie avant même de faire son premier pas. Elle tapota l'accord du bout du doigt. Que vous signiez ou non, cela vous regarde, mais je ne vous laisserai plus être le seul à décider si nous restons mariés. Le lendemain, la conférence tripartite pour le projet du port historique de Bordeaux commença. Les promoteurs ne se souciaient pas de savoir qui avait raison moralement ou émotionnellement entre Sterling et Apex. Ce qui les préoccupait, c'était un système robuste capable d'ouvrir un quartier fonctionnel en 2 ans. En tant que principal détenteur du contrat, Sterling présenta sa nouvelle équipe de direction. Cependant, le directeur adjoint récemment promu ne put pas expliquer de manière adéquate la philosophie de circulation piétonne nocturne qu'Hélène avait initialement conçue. Comment comptez-vous exactement faire passer le temps de séjour du marché artisanal patrimonial vers le secteur de la restauration, demanda le client. Nous ajusterons cela en fonction des observations sur site en temps réel. Et quelles sont les mesures pour ces ajustements? Plus le client posait de questions, plus les réponses devenaient ambiguës. Dans le passé, Henri n'avait besoin que de jeter un coup d'œil à Hélène, et elle intervenait sans problème pour élaborer. Elle avait l'habitude de colmater les vulnérabilités de l'entreprise, peu importe à quel point cela l'épuisait, juste pour s'assurer que Sterling ne paraisse jamais incompétente en public. Aujourd'hui, elle était assise de l'autre côté de la table, se contentant de regarder ses documents. Quand ce fut au tour d'Apex de présenter, Hélène se leva. Nous ne devons pas consommer le quartier historique simplement comme toile de fond pour le tourisme. Nous devons centrer la vie quotidienne des résidents et le travail des artisans locaux. Nous séparons le transit diurne des zones de séjour nocturne, en mettant en œuvre une structure de loyer qui garantit que le commerce de détail branché ne chasse pas les entreprises historiques. De plus, les itinéraires d'évacuation en cas de catastrophe sont superposés directement aux places de repos piétonnes quotidiennes, aux modèles, aux données, aux entretiens locaux et aux projections de revenus opérationnels. Tout était connecté par une logique unique et incassable. Son équipe comprenait parfaitement leur rôle. Conception paysagère, éclairage, coordination des entrepreneurs, liaison communautaire, gestion de contrats. Hélène ne s'accaparait pas les feux de la rampe. Chaque membre expliquait clairement son domaine spécifique. À la fin de la réunion, le promoteur annonça qu'il restructurerait le contrat pour placer la supervision créative entièrement entre les mains d'Apex. La couleur quitta le visage d'Henri. Il rattrapa Hélène dans le couloir après. Aviez-vous vraiment besoin de me coincer comme ça devant tout le monde? Je ne vous ai pas coincé. J'ai simplement cessé de couvrir vos lacunes. L'affaire avec Chloé est un malentendu. Elle vient de rentrer de l'étranger. Elle n'avait nulle part où vivre et elle était émotionnellement instable. Je l'aidais juste. Comment appelez-vous exactement en français quand un homme ne rentre pas chez sa femme pendant un mois et vit dans le même appartement qu'une autre femme? Henri ne put répondre. Je n'ai pas besoin d'explications. Le délai de grâce pour que j'écoute vos excuses a déjà expiré. Après le départ d'Hélène, la crise chez Création Sterling S.A. éclata d'un coup. Les démissions s'enchaînèrent parmi le personnel de conception restant. Les promoteurs de 2 autres projets majeurs exigèrent des révisions structurelles immédiates. Lors de la réunion du conseil d'administration, le jugement exécutif d'Henri fut fortement mis en examen. Pire encore, les dépenses que Chloé avait accumulées sous le couvert d'une consultante externe en images de marque devinrent la cible d'un audit interne. Sans contrat formel, les dépenses pour l'appartement de l'entreprise, les véhicules de luxe, les repas haut de gamme et les achats de créateurs internationaux avaient été traités. Le total dépassait 100 000 €. En regardant les écrans d'approbation, Henri était sans voix. Quand Chloé lui avait dit « Je veux aussi soutenir ton travail », il lui avait aveuglément accordé des privilèges de dépenses temporaires sans vérifier les détails. Il avait inconsciemment supposé qu'Hélène repérerait et gérerait les moindres écarts financiers. Dans le passé, les exigences d'Hélène en matière de précision comptable, à la virgule près, l'avaient irrité. Ne faites pas perdre de temps au PDG avec des chiffres triviaux, lui avait-il crié un jour. Le résultat de l'absence de toute personne pour arrêter les chiffres triviaux était maintenant étalé sur la table du conseil. Au milieu de la réunion tendue, Chloé entra, tenant un panier repas artisanal. « Henri, tu as dit que tu avais mal au ventre, alors j'ai apporté. »
L'un des administrateurs extérieurs laissa échapper un rire sec et sarcastique. Mademoiselle Bernard semble remarquablement bien connaître l'estomac de notre PDG. Pendant ce temps, nous essayons d'empêcher cette entreprise de saigner. Sortez, ordonna Henri d'une voix basse et serrée. Les larmes montèrent aux yeux de Chloé. C'est toi qui m'as demandé de venir ici. Juste parce qu'Hélène n'est plus là, tu me reproches tout. À cet instant précis, Henri réalisa enfin la vérité. Il n'avait jamais réellement voulu protéger la fragilité de Chloé. Il était simplement enivré par le sentiment d'être nécessaire à quelqu'un de faible. Hélène lui aurait fait remarquer ses défauts et aurait exigé une vérification pour protéger l'entreprise. Chloé lui aurait simplement dit « Tu n'as rien fait de mal ». Parce qu'il avait continuellement choisi la voie de la moindre résistance. Il était maintenant en train de perdre sa femme et la crédibilité de son entreprise. Le conseil suspendit les privilèges de Chloé et ordonna un audit spécial par le département des finances. Une partie de l'autorité de signature exécutive d'Henri fut gelée. Cette nuit-là, Henri retrouva l'adresse de l'appartement qu'Hélène louait actuellement et attendit dehors. « Donne-moi 5 minutes », lui envoya-t-il par SMS. Pas de réponse. Finalement, le gestionnaire immobilier de l'immeuble s'approcha de sa voiture et lui demanda poliment de quitter les lieux. Autrefois, Hélène l'avait attendu des heures à la maison. Cette fois, Henri resta dans sa voiture jusqu'à l'aube. Les rideaux de sa fenêtre ne s'ouvrirent jamais. Quand l'audit commença officiellement, Chloé appela Henri en pleurs. « Tu as approuvé ces dépenses. Pourquoi suis-je la seule à être désignée comme la méchante ? Il n'y avait pas de contrat, pas de livrable. C'était de l'argent de l'entreprise. Tu m'as dit que j'avais le droit de rattraper le bonheur que j'avais manqué à l'époque. Cela ne te donne pas le droit de détourner des fonds de l'entreprise. Oh, alors juste parce qu'Hélène t'a largué. Tu joues les hommes juste maintenant. » Les mots de Chloé le poignardèrent en pleine poitrine. Tu ne m'aimais pas. Tu m'as juste utilisé comme un refuge pour te réconforter parce que tu étais fatigué de ta femme. Tu as fait faire à Hélène tout ton travail professionnel et domestique, et tu m'as dit que mon seul rôle était d'être jolie et douce. En fin de compte, tu ne considères personne comme un être humain. Quand l'appel se coupa, Henri n'eut aucun contre-argument. Pendant ce temps, une série de publications apparurent en ligne insinuant une liaison entre Hélène et Julien Lambert. Des photos d'eux entrant ensemble dans une salle de conférence, quittant le bureau la nuit, se rendant sur un chantier dans la même voiture. C'étaient des cadres entièrement professionnels, mais la légende suggérait que la femme de carrière indépendante ne faisait finalement que profiter de son nouveau patron. Le compte anonyme fut attribué à une agence de RP que Chloé avait contractée. Le jeune personnel d'Apex était furieux. « Hélène, nous devons riposter tout de suite. Tout est la faute d'Henri qui a triché en premier. » Hélène, qui utilisait toujours Fourni professionnellement parce que son divorce était en suspens, enregistra des captures d'écran de toutes les publications et secoua la tête. « Nous n'avons pas besoin de déclarations émotionnelles. Nous publierons le calendrier et la documentation. » Apex publia publiquement les dates exactes de démission des 11 employés, leur date d'embauche officielle et les formulaires de passation de tous les transferts. Ils prouvèrent qu'aucun secret commercial n'avait été pris, détaillèrent les parcours contractuels des changements de projet et documentèrent que le premier contact de Julien et Hélène avait eu lieu lors d'un entretien d'embauche formel. L'avocat d'Hélène publia ensuite un bref concis détaillant les registres de cohabitation d'Henri et Chloé, l'audit en cours de la fraude aux dépenses du PDG et une demande formelle de divulgation de propriété intellectuelle concernant les publications diffamatoires. Il n'y eut ni insulte, ni essai dramatique jouant les victimes. Lorsque les faits furent alignés chronologiquement, le récit s'inversa instantanément. De plus, des SMS que Chloé avait envoyés à une amie furent divulgués par une source non identifiée. La femme d'Henri n'est qu'une gestionnaire de propriété glorifiée pour son entreprise. Il ne sourit que quand il est avec moi. Finalement, son équipe et ses clients deviendront mon réseau de toute façon. L'opinion publique bascula du jour au lendemain. Les comptes de médias sociaux officiels de Sterling furent inondés de questions exigeant de savoir pourquoi ils avaient évincé une brillante directrice et pourquoi ils détournaient des fonds de l'entreprise vers une maîtresse.
Chloé supplia Henri de faire supprimer les publications, mais il lui dit sèchement de suivre le protocole juridique. Tu es un homme froid, rit amèrement Chloé. J'ai vraiment pitié d'Hélène. Elle t'a porté sur son dos pendant des années, et tu ne réalises sa valeur qu'après son départ. Henri serra son téléphone. Ce n'est qu'après le départ d'Hélène qu'il réalisa exactement ce qui avait été maintenu en douceur dans sa maison. Ce n'était pas seulement la cuisine et le ménage. C'était la gestion de la correspondance avec ses proches, le partage des documents fiscaux avec leur expert comptable, la planification de ses examens médicaux, l'envoi de notes de remerciement à ses clients et l'apaisement des micro-frictions entre les équipes de projet. Hélène avait tout géré sans jamais demander de reconnaissance. C'était la même chose à l'entreprise. Parce qu'elle neutralisait les catastrophes dès leur début, les catastrophes majeures ne se produisaient jamais. Henri avait cru avec arrogance que l'absence de catastrophe était la preuve de sa propre gestion brillante. Lors de la première audience de médiation, Hélène arriva au tribunal de la famille avec son avocat. Elle avait les cheveux courts et portait un tailleur bleu marine impeccable. Henri fut placé dans une salle d'attente séparée, et le médiateur lui transmit ses intentions. Il refusait de consentir au divorce. Il croyait qu'il y avait encore de la place pour la réconciliation. Hélène répondit fermement qu'il n'y en avait aucune. Elle soumit une documentation extensive concernant la division des biens et la pension alimentaire, ainsi que des preuves irréfutables de sa cohabitation avec Chloé, registre de logement d'entreprise, SMS confirmant la vie domestique, rapport de dépenses et leurs propres aveux. Henri implora une rencontre en face à face. Hélène accepta de le faire une fois. « Je regrette sincèrement tout, » dit Henri. « Regrettez quoi ? De vous avoir laissé seule ? D'avoir traité Chloé comme si elle faisait partie de la famille ? D'avoir tenu pour acquis que vous vous occuperiez toujours de mon travail et de ma maison ? Vous ne le regrettez que parce que je ne suis plus là. » Les yeux d'Hélène étaient calmes. « Si j'avais seulement quitté la maison, mais laissé l'équipe et les clients à l'entreprise pour vous, auriez-vous jamais compris ma douleur ? » Henri ne put répondre. « Vous auriez juste pensé que votre quotidien était devenu légèrement plus gênant. Ce n'est que lorsque vous avez commencé à perdre votre équipe, vos clients et la confiance de votre conseil d'administration que vous m'avez enfin regardé. Je suis prête à entendre vos regrets, mais je n'échangerai pas ma liberté contre un retour à vous. Donnez-moi juste une chance de plus. Je ne divorce pas de vous pour vous punir, Henri. Je mets fin à cela pour me protéger. » La médiation échoua. Hélène entama une procédure de divorce formelle. À peu près au même moment, la restructuration du contrat pour le port historique de Bordeaux fut finalisée. Apex assuma officiellement la supervision créative. Création Sterling SA conserva une fraction de la gestion de la construction, mais perdit tout contrôle principal. Henri commença enfin à comprendre que ce qu'il avait qualifié de rébellion de sa femme n'était que de la compétence et de la confiance migrant vers là où elles étaient réellement valorisées. Le projet du port historique de Bordeaux s'avéra plus long et plus complexe que le divorce. Hélène rencontra individuellement les propriétaires de chaque ancienne vitrine. Elle rejeta à plusieurs reprises les propositions clinquantes et gentrifiantes poussées par les jeunes cabinets de gestion. Si nous ne faisons qu'augmenter l'afflux touristique, les personnes qui vivent réellement ici seront exclues par les prix. Si nous ne faisons que préserver les anciennes façades, la ville deviendra un musée. Aucune personne ne devrait dicter ce qui reste et ce qui est effacé. Elle répéta ce mantra à chaque réunion. Julien respecta son jugement. Il ne la surprotégea pas, mais il refusa de la laisser porter le fardeau seule. À 21h, alors qu'Hélène révisait encore les plannings de construction, il posa une tasse de thé chaud sur son bureau. Pas encore rentré ? Juste un peu plus. Vous avez dit ça 3 fois, sourit Hélène. Vraiment ? C'est une bonne pratique pour un PDG d'empêcher ses employés de faire des heures supplémentaires. Tous. Ne dis pas ça à tous les employés. Je le dis à la directrice de projet qui ne sait pas s'arrêter. Vous pensez que j'ai l'air d'être sur le point de craquer ? Au contraire. Vous avez l'air du genre de personne qui continuera à travailler avec un visage impassible même en craquant. Les doigts d'Hélène s'arrêtèrent sur son clavier. Lorsqu'elle vivait avec Henri, elle était toujours tenue d'être le pilier de la stabilité.
Si l'entreprise dégénérait, Hélène l'organisait. Si la maison devenait froide, Hélène souriait. Si Chloé causait le chaos, Hélène devait comprendre. Parce que si Hélène s'effondrait, tout s'arrêtait. Admettre qu'il y a du chaos ne résout pas automatiquement le problème, dit doucement Hélène. Mais si vous niez continuellement le chaos en vous, la personne censée le résoudre sera détruite. Julien fit glisser un dossier compilé par les équipes juridiques et commerciales sur son bureau. La négociation de demain sera gérée par l'équipe. Vous n'êtes pas une femme ici, ni un support administratif, ni la pompier désignée. Vous êtes l'architecte principal, et vous êtes un membre de cette équipe. Hélène fixa le dossier pendant longtemps. Cela fait très longtemps que quelqu'un ne m'a pas dit que je n'avais pas à tout porter seule. Il n'y avait pas encore d'étiquette romantique attachée à leur dynamique. Hélène préférait cela. Jusqu'à ce que le divorce soit prononcé. Elle ne voulait pas masquer sa douleur par une nouvelle relation. Julien ne la pressa pas. Des mois plus tard, le tribunal prononça le divorce. Les biens furent divisés proprement selon le contrat de mariage et leurs histoires financières respectives, et Hélène reçut une pension alimentaire en raison de l'infidélité d'Henri. Hélène rétablit légalement son nom de jeune fille. Son titre professionnel et son identité légale furent finalement unifiés en Hélène Fournier. Le jour où elle reçut le jugement final, Hélène supervisait les tests d'éclairage dans le quartier historique. Au crépuscule, de petites lanternes de rue chaude s'allumèrent une par une. De jeunes clients faisaient la queue sous les auvents d'une vieille boulangerie, et des enfants observaient des artisans à travers les fenêtres des ateliers. Le flux de personnes qui n'existaient auparavant que sur ces plans s'était transformé en de véritables rires. Manon, l'une de ses jeunes collaboratrices, accourut. Hélène, les tests de circulation nocturne sont passés complètement. Les niveaux sonores sont bien conformes. L'association de quartier est aussi là pour regarder. Hélène glissa le jugement du tribunal dans son sac. Elle ressentit beaucoup plus de joie à voir cette ville respirer à nouveau qu'elle n'en tira de l'euphorie d'avoir remporté un divorce. Elle n'avait pas seulement échappé à une relation toxique singulière. Elle était redevenue une personne qui crée. Quand un journaliste de magazine d'architecture lui demanda « Est-ce une vengeance spectaculaire contre votre ancien employeur ?» Hélène réfléchit un instant avant de répondre. « Je ne veux pas appeler mon travail une vengeance. La vengeance exige de regarder en arrière. L'architecture est le travail de construction de l'avenir. Alors pourquoi avez-vous quitté Création Sterling ? Parce qu'il n'avait pas besoin de moi. Il m'utilisait simplement comme une ressource consommable. Que ce soit dans une carrière ou une relation intime, quitter un endroit qui exploite vos capacités tout en refusant de respecter votre humanité n'est pas une trahison. C'est un choix de se sauver soi-même. » Sa brève citation devint virale dans l'industrie. Henri regarda le clip vidéo dans le salon sombre de sa maison de Grignancourt. La gouvernante avait déjà démissionné. Les haies du jardin étaient envahies et la maison autrefois chaleureuse était redevenue une boîte vide coûteuse. À l'écran, Hélène semblait plus mince qu'avant. Mais il y avait une lumière profonde dans ses yeux. C'était une lumière qu'il ne lui avait jamais donnée. En fait, terrifié par la façon dont elle pouvait briller, il avait activement essayé de la cacher. Au début de leur mariage, lorsqu'Hélène avait reçu une ovation debout lors d'un forum de l'industrie, Henri avait boudé. C'est une entreprise familiale. Ne mettez pas votre nom personnel en avant, l'avait-il averti. Quand elle cessa d'apparaître aux événements publics, il se sentit soulagé. Il n'avait pas aimé le talent d'Hélène. Il avait simplement utilisé son talent comme quelque chose de commodément gardé sous son contrôle total. Au moment où il réalisa cela, il était bien trop tard pour le lui rendre. Chez Création Sterling SA, le scandale des dépenses de Chloé évolua en litige formel. Des fonds avaient été détournés vers un cabinet de conseil à son nom pour des raisons ambiguës telles que la recherche sur les communautés à fort pouvoir d'achat et le réseautage culturel. Chloé affirma qu'Henri l'avait ordonné, mais aucune trace écrite ne prouvait son commandement direct. Cependant, il portait une négligence exécutive massive. Le conseil d'administration réduisit agressivement son autorité restante. Les prévisions de bénéfices pour les comptes majeurs chutèrent de moitié et les jeunes talents continuèrent de déserter.
L'un des membres du conseil dit à Henri sans embâge: « Vous avez traité Hélène Fournier uniquement comme une épouse et avez échoué à la considérer comme une experte professionnelle. Cette entreprise a fait exactement la même erreur. Maintenant, chaque employé ici en paie le prix. » Henri ne discuta pas. Il relut les documents de passation qu'Hélène avait laissés. Il détaillait les risques du projet, les particularités de la personnalité des clients et l'état de développement des jeunes employés, le tout organisé spécifiquement pour que l'entreprise ne coule pas après son départ. Elle n'était pas partie pour détruire l'entreprise. Elle avait rempli ses responsabilités jusqu'au bout pour s'assurer qu'elle puisse survivre à son absence. Le fait qu'elle s'effondre quand même prouvait simplement que l'entreprise s'était dangereusement appuyée sur elle seule. Henri coupa complètement les ponts avec Chloé et entreprit des réformes internes massives. Il révisa les critères d'évaluation du département de conception, exigeant que les architectes individuels soient crédités pour leurs contributions spécifiques. Il institua un conseil de révision qui empêchait les dirigeants d'outrepasser unilatéralement les jugements techniques des équipes de conception. Il ne fit pas cela pour reconquérir Hélène. Il le fit pour ne jamais répéter la même erreur catastrophique. Pourtant, la nuit, il pensait à elle. Il réalisa qu'il ne connaissait pas sa fleur préférée. Il ne savait pas où elle voulait aller pendant ses jours de congé ni ce qu'elle avait envie de manger quand elle était épuisée. Il connaissait ses habitudes physiques, ses routines de corvée et les compétences professionnelles qu'il pouvait exploiter. Mais il ne savait pratiquement rien de ce qui lui apportait réellement de la joie. 6 mois plus tard, lors d'un gala de l'industrie, il aperçut Hélène de loin. Elle écoutait un jeune designer s'exprimer nerveusement lors d'une présentation. « La structure n'est pas encore parfaite », encouragea doucement Hélène le designer. « Mais le concept a une vraie brillance. N'abandonnez pas à la 3e ébauche. » Henri se rappela qu'Hélène faisait exactement la même chose pour les jeunes collaborateurs de Sterling. Ce n'était pas seulement de la gestion d'entreprise. C'était sa capacité innée à accompagner les gens. C'était sa gentillesse. Après la cérémonie, il ne l'approcha pas. Il envoya seulement un bref SMS. « Félicitations pour le prix. » Une réponse arriva quelques minutes plus tard. « Merci. » C'était poli, distant et parfaitement complet. Pour la première fois, Henri n'essaya pas de briser cette distance. Pendant ce temps, après avoir travaillé chez Apex pendant 2 ans, Hélène prit la décision de cofonder un nouveau cabinet avec Julien. Le registre indiquait Institut de design urbain Fournier. Avant d'être un couple marié, avant même d'être formellement amants, les deux rédigèrent un contrat exhaustif détaillant les ratios d'investissement, les droits de vote, les conditions de sortie, les clauses de propriété intellectuelle et le partage des bénéfices. « Vous êtes incroyablement prudente », rit Julien, bien qu'il ait l'air satisfait. Hélène sourit en retour. « J'ai décidé que je ne confierai plus jamais ma vie à la bonne volonté ambiguë de quelqu'un. Quand une relation est bonne, c'est précisément le moment où il faut définir la stratégie de sortie au cas où elle tourne mal. » Le nouveau cabinet exigeait que le nom de l'architecte principal soit clairement crédité sur chaque projet. Ils enregistraient méticuleusement les contributions des équipes et mirent en œuvre une politique garantissant que les employés qui prenaient des congés pour garde d'enfants ou soins familiaux ne subiraient pas de pénalités générales dans leurs évaluations. La frontière entre la recherche personnelle et les actifs de l'entreprise était explicitement définie dès l'embauche. « Les contrats n'existent pas seulement pour soupçonner les mauvais acteurs, lui dit Hélène. Ils existent pour que les bonnes personnes n'aient pas à endurer des souffrances silencieuses juste pour garder leur emploi. » Leur première année fut brutale. Flux de trésorerie, recrutement, acquisition de clients, contrôle qualité. Hélène ressentait souvent des montées d'anxiété, mais contrairement à avant, elle ne les cachait pas. « Si nous perdons le pitch de ce mois-ci, nos coûts fixes sont dans le rouge, » dit-elle simplement à Julien. « Compris. Je m'occuperai des négociations avec les banques. Ne compromettez pas la qualité du pitch, s'il vous plaît. Je suis aussi cofondatrice. Je ne veux pas me cacher des chiffres. Alors allons à la banque ensemble. » Julien n'essaya pas de prendre les décisions pour elle. Pour Hélène, cette attitude était plus rafraîchissante que tout. Avant d'assumer officiellement son rôle de PDG,
Henri demanda une réunion par l'intermédiaire de l'avocat d'Hélène, non pas pour implorer une réconciliation, mais pour restituer des portfolios d'architecture personnelle laissés dans les archives de Sterling. Et pour clarifier la manière dont il gérait les crédits passés. Hélène ne consulta pas Julien. Elle décida seule d'accepter la réunion. Elle posa une condition stricte, 30 minutes dans le salon d'un hôtel, purement pour la passation de documents professionnels. Henri arriva en avance. L'homme qui autrefois n'avait rien ressenti en faisant attendre Hélène pendant des heures se leva immédiatement pour la saluer. « Voici vos carnets de recherche de l'université et vos archives photographiques personnelles. Je me suis assuré que tous les doublons ont été supprimés de nos serveurs d'entreprise. » Hélène vérifia la liste. « Merci. J'ai une question de plus. Si c'est pour se remettre ensemble, je m'en vais. » « Non. C'est pour savoir comment créditer votre nom dans l'entreprise. » Henri fit glisser un portfolio d'anciens supports marketing. La plupart de cela était vaguement crédité à l'équipe de design Sterling, effaçant votre nom individuel. Je veux vous créditer rétroactivement comme architecte principal, mais je ne le ferai pas si vous ne le voulez pas. Hélène réfléchit un instant. Ne me créditez pas seulement rétroactivement. Vérifiez et créditez chaque personne qui a travaillé sur ces projets, mes assistants, les chercheurs, le personnel junior inclus. Compris ? Et n'utilisez pas mon nom dans une quelconque excuse publique ou communiqué de presse. Ne m'utilisez pas comme un accessoire pour prouver au monde que vous avez grandi. H. Henri baissa les yeux. Je comprends. La réunion se termina en 20 minutes. Henri ne dit pas. J'espère que vous trouverez le bonheur. Il avait appris que même prononcer ces mots pouvait être une tentative arrogante de se positionner comme quelqu'un ayant l'autorité d'accorder le pardon. Hélène ne dit pas, vous aussi. Elle prit simplement les documents et se leva. Faire la paix avec le passé ne signifiait pas toujours échanger des mots chaleureux et larmoyants. Établir des limites fermes et prouvées par des actions que l'on n'exploiterait plus jamais l'autre personne. C'était aussi une manière silencieuse et digne de dire au revoir. Julien confessa ses sentiments à Hélène plus d'1 an après que son divorce fut prononcé. Cela se passa une nuit après qu'ils eurent bouclé le bilan financier de la première année de leur nouveau cabinet, debout ensemble dans la petite kitchenette du bureau. « Hélène, qu'y a-t-il ? En dehors de notre partenariat professionnel, j'aimerais passer du temps personnel avec vous. » Hélène ne répondit pas immédiatement. Si je dis non, cela affectera-t-il notre cogestion du cabinet ? Non. Si nécessaire, nous pouvons nommer un directeur tiers au conseil d'administration. Si nous sortons ensemble et que cela se termine, nous suivons exactement les statuts de l'entreprise tels qu'ils ont été rédigés. Je ne vous priverai pas de votre capital ou de votre titre pour des raisons personnelles. C'était si incroyablement clinique qu'Hélène ne put s'empêcher de rire aux éclats. Cela ressemblait plus à une déclaration de divulgation des risques qu'à une confession. J'ai pensé que ce serait l'approche la plus honnête avec vous. Hélène prit une semaine pour y réfléchir. Être avec Julien la faisait se sentir en sécurité, mais elle refusait de prendre la sécurité pour l'amour. Elle ne voulait pas non plus sortir avec lui par obligation pour son aide. Elle examina ses sentiments un par un. Voulait-elle le voir pendant ses jours de congé ? Croyait-elle que lui montrer ses faiblesses ne diminuerait pas sa valeur à ses yeux ? S'ils étaient en désaccord, pourrait-elle dire ce qu'elle pensait sans la peur paralysante de le perdre ? Progressivement, les réponses tendirent vers oui. Commençons par une période d'essai de 3 mois, proposa Hélène. Nous ne présumons pas le mariage. Au bureau, rien ne change. Si quelque chose me dérange, je le dirai sur le champ. Je ne m'attendrai pas à ce que tu lises magiquement dans mes pensées quand je suis occupée. Compris. Un simple « compris » fonctionne pour ça. Compris. Leur romance était entièrement sans fioriture. Julien n'essaya pas d'effacer son passé avec des cadeaux coûteux, et Hélène ne testa pas sa loyauté. Les week-ends, ils visitaient des projets de logement du milieu du siècle rénovés et s'arrêtaient dans des restaurants modestes sur le chemin du retour. Quand ils s'affrontaient sur le travail, ils ne cédaient pas simplement parce qu'ils sortaient ensemble. Ils fondaient leurs arguments sur des données et des objectifs. Une fois,
Julien accepta une invitation à parler au nom d'Hélène sans attendre sa confirmation finale. Je pensais que c'était une excellente opportunité, expliqua-t-il. Hélène était visiblement furieuse. Ne t'engage pas à l'avance sur mon emploi du temps ou ma voix sans mon consentement. L'ancienne Hélène aurait ravalé sa frustration et remercié son mari en premier. Julien ne fit aucune excuse. Il appela immédiatement les organisateurs. J'ai dépassé les bornes. Que vous acceptiez ou refusiez, cela dépend entièrement de vous. Est-ce que ça t'agace que je sois en colère, demanda-t-elle. Il ne s'agit pas de savoir si c'est agaçant. Il s'agit de savoir si j'ai fait une erreur. Et je l'ai faite. Cette nuit-là, Hélène pleura après être rentrée chez elle. Non pas parce qu'elle était blessée, mais parce que son corps n'avait pas encore assimilé la réalité que se mettre en colère ne détruirait pas une relation. Dans son mariage avec Henri, maintenir la paix signifiait le maintenir de bonne humeur. Avec Julien, articuler leurs différences était précisément ce qui construisait leur sécurité. Au printemps de leur 2e année, ils emménagèrent ensemble. Ils ne se sont pas répartis les tâches en fonction de qui est le meilleur. Ils ont listé chaque tâche sur une feuille de calcul et les ont assignées équitablement, en la révisant mensuellement en fonction de leur charge de travail. Au début, Hélène pensait que c'était exagéré. Plus le travail est invisible, lui dit Julien, plus il retombe inévitablement sur une seule personne si on se contente de bonnes intentions. Hélène pensa aux milliers de tâches invisibles qu'elle accomplissait seule autrefois. 6 mois après leur emménagement, Julien la demanda en mariage, non pas dans un restaurant extravagant, mais sur le toit du premier centre communautaire public qu'ils avaient conçu ensemble. L'intérieur de la bague était gravé des mots « Tiens-toi aux côtés d'Hélène. Même si nous devenons une famille, je ne traiterai jamais ta vie comme ma propriété. Et je n'ai pas l'intention de te laisser gérer ma vie non plus. Mais je veux augmenter le nombre de jours où nous marchons dans la même direction. » Hélène fixa la bague. Si nous nous marions, nous décidons ensemble si le nom de famille de l'un d'entre nous change ou si nous gardons les nôtres, travail et vie compris. Je n'ai aucune objection à ce que vous continuiez à être Hélène Fournier. Les actions de la société n'ont rien à voir avec ce mariage. Hélène rit. Vous entendre l'exposer légalement me donne en fait un sentiment d'incroyable sécurité. Alors oui, elle accepta la bague. Leur mariage eut lieu sur la terrasse discrète du nouveau bureau de leur institut. Ils n'invitèrent que leurs amis proches et leurs employés. Il n'y eut pas de vœux longs et ennuyeux ni de diaporama romantique sur le passé. Légalement, Hélène garda le nom Fournier. Aucun de leurs noms n'existait pour être effacé par l'autre. Ce n'est pas parce que le divorce était prononcé que le corps d'Hélène s'est immédiatement libéré du passé. La revitalisation post-ouragan à Bordeaux semblait se dérouler sans accroc. L'Institut était inondé de nouvelles consultations et le nom d'Hélène apparaissait fréquemment dans les magazines de l'industrie. Pourtant, il y avait des moments où elle verrouillait sa porte d'entrée et restait figée dans l'entrée sans raison. Elle n'avait plus besoin de s'inquiéter de l'heure à laquelle Henri rentrerait. Pourtant, à 22h, elle vérifiait inconsciemment son téléphone. Cuisiner pour une seule personne lui semblait déroutant, et elle se surprenait constamment à acheter suffisamment de provisions pour 2. Si elle n'avait rien prévu un dimanche, une vague écrasante de culpabilité l'envahissait, la faisant se sentir paresseuse. Des années de conditionnement étaient ancrées plus profondément dans ses os que la logique. Hélène commença une thérapie. Au début, elle hésitait, pensant que la thérapie n'était que pour les personnes ayant des traumatismes plus graves. Vous n'avez pas besoin d'attendre d'être en danger critique pour demander de l'aide, lui dit sa thérapeute. Les personnes qui ont priorisé l'humeur des autres et la commodité des organisations pendant des années perdent souvent la capacité de répondre lorsqu'on leur demande ce qu'elles veulent réellement. En fait, lorsqu'on lui demanda « Qu'est-ce que vous voulez faire aujourd'hui ?» Hélène ne put répondre. « J'ai 1 million de choses à faire. » D'accord, mais qu'est-ce que vous voulez faire ? Hélène se tut. À partir de ce jour, elle programma une activité complètement inutile chaque semaine. Regarder des tableaux dans un musée jusqu'à la fermeture. Flâner dans une librairie sans rien acheter, dormir jusqu'à midi s'il pleuvait, prendre un cours de cuisine totalement sans rapport avec le réseautage ou l'efficacité. Au début, elle avait l'impression de perdre son temps.
Mais à mesure que les heures s'accumulaient où elle ne devait d'explication à personne, elle commença lentement à se souvenir de ses propres préférences. Elle aimait les camélias blancs au bord de la route plus que les roses rouges. Elle se sentait plus en paix en mangeant du poisson grillé dans un restaurant de quartier bondé qu'en dînant dans un restaurant français étoilé. En vacances, plutôt que de faire du resort hopping, elle préférait flâner dans les ruelles des villes inconnues, étudiant les vieilles enseignes. Pendant son mariage, Henri se plaignait souvent quand elle disait « Ce que tu veux me va bien ». Mais elle ne voulait pas dire qu'elle s'en fichait. Elle avait simplement passé tellement de temps à prioriser ses désirs que l'habitude d'exprimer les siens s'était atrophiée. Au travail, Hélène commença également à changer. Auparavant, lorsqu'un subordonné faisait une erreur, elle absorbait le blâme et le corrigeait elle-même au milieu de la nuit. À l'institut, elle analysait la cause de l'échec avec la personne qui l'avait commis et partageait la responsabilité de le réparer avec elle. Un jour, Manon avait bâclé l'emploi du temps d'une présentation massive devant un conseil communautaire, suscitant de vives protestations de la part du conseil de quartier. « J'irai m'excuser auprès de tous, dit Manon, pâle et tremblante. Hélène secoua la tête. Nous irons ensemble. Mais c'est vous qui ferez les explications. Ne serait-il pas plus satisfait si vous vous excusiez en tant que PDG ? Si je le fais, vous n'apprendrez pas à réparer vos propres erreurs la prochaine fois. Je serai là en tant que cadre pour vous soutenir. Vous serez là en tant que chef de projet pour exposer les faits et présenter les mesures préventives. C'est ça une équipe. Après l'intense réunion, Manon pleura. C'est la première fois que je suis réprimandée, mais pas abandonnée. En entendant ces mots, Hélène pensa à son propre passé. Chez Création Sterling, si un projet échouait, Hélène le cachait. S'il réussissait, c'était la victoire d'Henri ou de l'équipe commerciale. Elle avait cru qu'elle protégeait les gens, mais en réalité, elle préservait l'immaturité de toute l'organisation. Protéger quelqu'un n'est pas la même chose que de vivre sa vie à sa place. Elle se répéta cela. Au cours de sa 2e année chez Apex, Julien lui avait proposé de cofonder l'institut. « Avez-vous déjà pensé à devenir indépendante ?» lui avait-il demandé. « Oui, mais je suis terrifiée de porter à nouveau le poids d'une organisation. Vous n'avez pas à cacher votre peur pour démarrer une entreprise. Transformons cette peur en nos conditions opérationnelles. » Ils passèrent 6 mois à rédiger leur plan d'affaires. La première règle qu'Hélène établit fut qu'elle ne démarcherait aucun client de ses anciens employeurs. Il n'accepterait des projets que par le biais d'appels d'offres publics ou de nouvelles références. Il ne recruterait pas activement d'anciens collègues. Il n'embaucherait que par un processus rigoureux et équitable si les gens postulaient d'eux-mêmes. Julien n'essaya pas d'adoucir ces lignes dures. Si nous voulons faire cela à long terme, choisissons un début que nous pourrons expliquer fièrement dans 10 ans. Plutôt que de s'inquiéter des revenus de la première année, ils apportèrent un capital identique et divisèrent les droits de vote à 50-50e. Ils établirent un conseil d'administration avec des administrateurs externes pour départager les votes et rédigèrent des statuts garantissant que leur relation amoureuse ne dicterait jamais les décisions commerciales. En lisant le contrat final, Hélène rit. Généralement, les gens supposent que si l'on fait confiance à quelqu'un, on simplifie le contrat. Je pense que c'est exactement le contraire, répondit Julien. Plus on fait confiance à quelqu'un, plus on s'assure de ne jamais créer un système qui mettrait sa bonne volonté à l'épreuve. Pendant la mise en place du cabinet, une pression vint d'une association professionnelle liée à Création Sterling. Si Hélène Fournier devient indépendante, nous avons besoin qu'elle signe un accord de confidentialité promettant de ne pas utiliser le talent ou le savoir-faire qu'elle a acquis en travaillant sur les projets Sterling. La demande était vague et tentait essentiellement de revendiquer les décennies d'expertise personnelle d'Hélène comme propriété de Sterling. Hélène fit envoyer par son avocat une réponse sèche. Nous nous abstiendrons naturellement d'utiliser tout secret commercial ou design propriétaire protégé de l'entreprise. Cependant, ma cliente ne peut et ne renoncera pas aux compétences individuelles qu'elle a affinées, à son parcours professionnel public ou aux méthodologies architecturales généralisées. Henri n'avait pas ordonné cette pression. En fait, il avait mis fin aux demandes en interne. Ne revendiquez pas la carrière d'Hélène Fournier comme propriété de l'entreprise, dit-il à ses dirigeants. Ce qu'elle construit après nous avoir quittés est son droit.
Hélène fut informée de son intervention plus tard. Elle n'appela pas pour le remercier. C'était simplement le niveau minimum de professionnalisme enfin appliqué. Cependant, elle reconnut silencieusement qu'Henri prenait enfin des mesures qui respectaient les limites plutôt que d'essayer de combler son propre vide. Le jour de l'incorporation officielle, Hélène revint du registre d'État et s'assit sur le sol nu de leur nouveau bureau. Les bureaux et les chaises n'arriveraient que le lendemain. Des fils exposés pendaient des murs, et les fenêtres n'offraient qu'une vue sur le bâtiment en briques d'à côté. Julien entra, tenant 2 tasses de café de quartier. « Félicitations pour votre inauguration, PDG. À vous aussi. » Ils cognèrent leurs tasses en papier. Hélène regarda la pièce vide. Il n'y avait pas de somptueux siège social, pas de flotte de voitures de fonction, pas de nom de famille puissant de mari derrière lequel se cacher. Tout ce qu'ils avaient, c'était un contrat, un financement limité et une montagne d'anxiété. Et la responsabilité qu'elle avait choisie pour elle-même. Commencer une entreprise est en fait plus effrayant que d'en quitter une, n'est-ce pas, murmura-t-elle. Moins de voix d'évasion, mais cette fois, nous pouvons concevoir les portes de sortie nous-mêmes. Hélène se leva, se dirigea vers le mur nu et y colla un petit morceau de papier. Ne laissez pas les contributions invisibles. Cela devint la toute première politique d'entreprise de l'Institut de design urbain Fournier. Les 6 premiers mois à l'Institut de design urbain Fournier furent loin d'être idéaux. De petites consultations en rénovation arrivaient au compte-gouttes, mais il n'y avait pas de grands projets pour garantir la masse salariale, le loyer, les licences logicielles, les assurances, les honoraires des entrepreneurs. Le solde bancaire diminuait régulièrement chaque mois. Julien proposa de contracter un prêt commercial important, mais Hélène était très prudente. S'endetter lourdement avec des garanties personnelles en ce moment est dangereux. Si nous décrochons un gros appel d'offres, nous pourrons financer l'expansion. Augmenter les coûts fixes sur la simple hypothèse de gains futurs est un échec que j'ai vu se produire encore et encore chez Sterling. Pour la première fois, ils s'affrontèrent violemment. Julien affirma que rater la fenêtre actuelle du marché signifiait perdre des talents architecturaux d'élite. Hélène soutint qu'un PDG ne devrait pas risquer les moyens de subsistance de ses employés juste pour nourrir son propre ego et son optimisme. La réunion dura 3 heures. À la fin, leurs 2 voix étaient aigres et rigides. « Vous êtes trop paralysé par la peur de l'échec, » dit Julien. L'expression d'Hélène se durcit. « Qu'est-ce qui ne va pas avec la peur, exactement ? J'ai vécu l'expérience de voir ma vie brisée par l'optimisme imprudent de quelqu'un d'autre. Ne me confondez pas avec Henri. Je n'ai jamais dit que vous étiez comme lui. Mais supposer que j'essaie de vous contrôler chaque fois que j'exprime une stratégie différente est une réponse traumatique que vous projetez sur moi. » Julien se tut. Il termina la réunion sans forcer de conclusion. Auparavant, Hélène aurait envoyé un SMS d'excuses dès son retour à la maison. Incapable de tolérer l'anxiété d'une relation fracturée, elle aurait retiré tout son argument. Cette fois, elle n'envoya rien. Le lendemain matin, Julien fut celui qui apporta une nouvelle proposition à son bureau. « Hier, j'ai traité vos angoisses légitimes comme un symptôme psychologique. Je m'excuse. J'ai dépassé les bornes, et j'ai immédiatement qualifié votre stratégie de croissance d'irresponsable, » répondit Hélène. « J'ai élaboré un compromis. Nous avons le montant du prêt. Au lieu d'embaucher 2 architectes seniors à temps plein, nous embauchons un entrepreneur d'élite et un senior à temps partiel. Quant à la garantie personnelle, je ne la porterai pas seule. Nous allons d'abord utiliser les actifs de l'entreprise et les programmes de garantie de la petite entreprise. J'ai aussi fait une matrice de probabilité sur nos offres en attente. Si nous ne choisissons que la sécurité complète, nous serons exactement de cette taille dans 2 ans. Nous avons besoin d'une quantité calculée de risques. » Ils transformèrent une dispute amère en une renégociation tactique. Cette expérience fut cruciale pour Hélène. Le conflit ne signifiait pas la fin de l'amour tant que l'on n'attaquait pas l'humanité de l'autre. On pouvait simplement corriger la méthodologie. Peu après, un concours public massif fut annoncé pour un projet de réaménagement d'un pôle de transport de 100 millions d'euros à Lyon. Les méga-entreprises le convoitaient. Pour un institut boutique nouvellement créé, c'était un défi téméraire.
Hélène hésita, mais Manon, leur jeune designer, prit la parole. Nous ne devrions pas le faire juste pour gagner. Nous devrions le faire pour prouver à l'industrie à quoi ressemble notre philosophie à grande échelle. L'équipe travailla sans relâche pendant 6 semaines. Ils ne se contentèrent pas de dessiner une jolie gare. Ils conçurent des espaces qui se transformaient fonctionnellement selon l'heure, servant les navetteurs, les lycéens, les jeunes familles, les vendeurs locaux et les travailleurs de nuit. Au lieu de démolir le terminal historique, ils proposèrent un plan de rénovation par phase qui permettait aux entreprises locales de rester opérationnelles pendant la construction. Juste avant l'examen final, un conglomérat immobilier massif les approcha officieusement. Associez-vous à nous en tant que coentreprise, et vos chances de gagner s'envoleront. Nous mettrons le nom d'Hélène Fournier en tant que directrice de la conception, mais notre entreprise conservera l'autorité contractuelle exécutive totale. Le gain financier était incroyablement alléchant. Julien voulut le rejeter instantanément, mais Hélène dit qu'elle avait besoin d'une nuit pour réfléchir. « Vous y réfléchissez vraiment ?» demanda Julien. En regardant la masse salariale, je ne peux pas le rejeter purement par ego, mais c'est un piège d'utiliser votre nom comme mascotte tout en vous privant de pouvoir. Je sais, dit Hélène. C'est pourquoi je contre-attaquerai avec des clauses de défense. Le lendemain, Hélène présenta ses conditions au conglomérat. Un pouvoir de veto absolu sur les modifications de conception, des droits de co-signature obligatoires sur tous les sous-contrats, et une pénalité financière brutale si le conglomérat tentait de les évincer après l'appel d'offres. Les dirigeants rirent. Pour une entreprise à peine âgée d'1 an, vous êtes drôlement arrogante. C'est précisément parce que nous sommes petits que nous ne pouvons pas nous permettre d'être ambigus. Si vous ne voulez que mon nom, la réponse est non. Les négociations échouèrent. Au final, l'Institut de design urbain Fournier remporta l'appel d'offres entièrement grâce à ses propres mérites. Le comité d'examen loua leur approche progressive qui protégeait la vie quotidienne et les moyens de subsistance de la communauté. Quand l'appel arriva, la première pensée d'Hélène ne fut pas une acclamation triomphante, mais un immense soupir de soulagement que la masse salariale était assurée. Cependant, remporter l'appel d'offres n'était que le début. Le gouvernement municipal, l'autorité des transports, la coalition des entreprises locales et les syndicats de la construction alignant leurs intérêts furent un cauchemar. Le personnel junior était au bord de l'épuisement professionnel. Hélène souffrait d'un grave manque de sommeil. Une nuit, sans rien dire à personne, elle prit tranquillement en charge une énorme pile de rendus CAO inachevés de son équipe. Julien la surprit à l'aube. « Pourquoi faites-vous cela seul ? » Parce que nous devons respecter la date limite. Si vous vous effondrez, tout le projet est paralysé. Je suis l'architecte principal. C'est ma responsabilité. La responsabilité d'un leader n'est pas de devenir un martyr qui fait le travail de tout le monde à sa place. La voix de Julien était ferme. Alors qui va le faire, claqua Hélène. Les juniors sont à leur limite. Nous n'avons pas le budget pour sous-traiter. D'abord, nous négocions une prolongation du délai. Deuxièmement, nous réduisons la portée des travaux. Vous ne pouvez pas masquer ce que nous ne pouvons pas faire physiquement en simulant une endurance de super-héros. C'est ainsi que vous perdez la confiance des clients. Cacher la réalité et provoquer une défaillance massive de la qualité à terme est pire. Julien souligna que son réflexe de se sacrifier pour sauver le projet était une habitude toxique qu'elle avait acquise chez Création Sterling. Hélène se hérissa de manière défensive, mais elle regarda ensuite le mur. Ne laissez pas les contributions invisibles. Si elle se faisait une exception, la politique était un mensonge. Le lendemain matin, elle s'excusa auprès de son équipe. En tant que directrice, j'ai essayé de masquer notre manque de bande passante par la force brute. Nous allons restructurer le calendrier de 2 semaines. Plus quelque chose est difficile à admettre, plus vite j'ai besoin que vous le partagiez avec moi. Je promets de faire de même. Le jeune personnel fut stupéfait. Une culture d'entreprise où le PDG admet ouvertement ses propres échecs opérationnels est incroyablement rare. Mais à partir de ce jour, je n'ai pas la bande passante pour cela, devint une phrase acceptable lors des réunions. En conséquence, le pôle de transport de Lyon connut des retards minimes et commença les travaux sans une seule erreur catastrophique.
Hélène a pris à la dure. Une organisation forte n'est pas celle où un seul génie endure tout. C'est une organisation où la faiblesse et les limites peuvent être exprimées à voix haute immédiatement. 6 mois après le début de sa relation avec Julien, la tante maternelle d'Hélène fut victime d'un grave accident vasculaire cérébral. Ayant perdu ses parents tôt, Hélène considérait sa tante comme sa famille la plus proche. Heureusement, sa vie fut épargnée. Mais vivre seule après sa sortie de l'hôpital serait impossible pendant un certain temps. Hélène décida immédiatement de réduire son travail et de faire la navette jusqu'à la maison de sa tante en Normandie. « Je transférerai mes projets municipaux à Julien », proposa-t-elle lors de la réunion exécutive. Julien marqua une pause. « Les transférez-vous parce que vous le voulez sincèrement, ou le faites-vous parce que vous croyez inconsciemment que la prise en charge familiale est intrinsèquement le devoir de la femme ?» Hélène fronça les sourcils, offensée. « Je suis tout ce qu'elle a. Je comprends que vous devrez prendre les devants. Je n'ai aucun problème à prendre les devants. Mais savoir si vous devez vous défaire de tous vos projets est une conversation différente. Construisons un système hybride utilisant des soins professionnels à domicile, la famille élargie et nos propres politiques d'entreprise. » Julien ne décida pas arbitrairement du plan de soins. Il alla avec Hélène consulter une assistante sociale. Ils écoutèrent les préférences de sa tante, organisèrent des infirmières à domicile et des livraisons de repas, et Hélène bloqua spécifiquement 2 jours par semaine pour gérer le transport hospitalier. Au cabinet, ils utilisèrent Zoom et un système de codirection, de sorte qu'Hélène ne fut jamais entièrement coupée de sa carrière. Sa tante eut l'air désolée un après-midi. « Vous n'êtes même pas marié, et Julien est déjà entraîné là-dedans. » Julien sourit. « Que nous soyons mariés ou non n'a rien à voir avec le fait d'aider. Je m'assure juste de ne pas faire les choix d'Hélène à sa place. » Hélène ressentit une profonde gratitude, mais en même temps une pointe de terreur. Être traitée avec autant de respect profond rendait la peur de le perdre accablante. Lorsque l'état de sa tante se stabilisa enfin, Hélène dit à Julien qu'elle voulait prendre un peu de distance entre eux. « Puis-je savoir pourquoi ? J'ai peur de trop m'habituer à compter sur vous. » Compter sur moi, est-ce la même chose que d'être dépendante de moi ? Je veux croire que non. Mais c'est exactement comme ça que mon dernier mariage a commencé. Dans votre relation avec Henri, qui était réellement dépendant de qui ? Hélène hésita. En apparence, la société supposait qu'Hélène dépendait de la richesse et du statut d'Henri. En réalité, Henri était profondément, parasitiquement dépendant du travail non rémunéré d'Hélène, de sa régulation émotionnelle et de son éclat professionnel. Il masquait simplement cette dépendance par la domination. « Je ne veux pas que vous soyez incapable de vivre sans moi, » dit Julien. « Et je ne veux pas construire une vie ou un cabinet qui s'effondre sans vous. Mais nous n'avons pas à refuser de nous entraider juste pour prouver que nous sommes des adultes indépendants. Si je me perds à nouveau, alors au lieu que je vous trouve, construisons des systèmes ensemble dès maintenant pour que vous puissiez retrouver votre propre chemin. Du temps avec vos propres amis, des comptes bancaires séparés, des projets séparés, un thérapeute en qui vous avez confiance. Ne faisons pas de l'amour notre seul filet de sécurité. » Au lieu de prendre une pause, Hélène proposa un audit rigoureux de leur relation. Une fois par mois, ils discuteraient ouvertement de l'équilibre du travail domestique et professionnel. Aucun ne s'engagerait unilatéralement sur l'emploi du temps de l'autre. Ils rejetteraient activement le défaut sociétal selon lequel la femme gère les crises familiales. Ils maintiendraient une indépendance financière totale. Et ils n'utiliseraient jamais la menace de la rupture ou du licenciement de l'autre comme levier dans une dispute. Julien accepta tout cela, mais ajouta une clause. Si ces audits commencent à ressembler à une obligation étouffante, nous promettons d'en parler pour y mettre fin, aussi. Ils firent attention à ne pas transformer leur romance en une administration stérile. Pourtant, ils ne retinrent jamais la communication vitale. Un nouveau défi survint lors de leur visite chez la famille de Julien. Son père, qui dirigeait une entreprise de construction de taille moyenne au Texas, eut de bonnes intentions en disant « Une fois que vous vous marierez, Hélène, vous devriez réduire vos heures à l'institut et soutenir Julien. » Hélène se figea. Julien n'en rit pas et ne laissa pas passer pour le bien de la paix. « Papa, l'institut est co-géré. Hélène n'existe pas pour soutenir ma carrière.
Si les tâches domestiques ou de soins s'accumulent, nous les gérons ensemble et nous payons pour une aide professionnelle quand nous en avons besoin. Son père eut l'air mécontent. Je pensais que le mariage était fait pour qu'un mari et une femme s'entraident. S'entraider n'est pas synonyme de la femme sacrifiant sa carrière en premier. Sur le chemin du retour, Hélène regarda par la fenêtre. Craignez-vous que les choses deviennent tendues avec votre père ? Elle pourrait. Mais vous forcez à vous taire juste pour maintenir une harmonie superficielle avec ma famille pourrira notre relation beaucoup plus vite. Henri avait toujours exigé qu'Hélène comprenne sa famille et ses clients, sacrifiant ses limites pour préserver son image de pacificateur. Julien refusa de lui imposer le fardeau de maintenir la paix. Cette nuit-là, pour la première fois, Hélène tendit la main et prit celle de Julien en premier. « Je veux penser à devenir une famille avec vous. Il n'y a pas d'urgence. Je ne suis pas pressée. Je veux y penser tout en étant terrifiée. » Julien lui serra la main en retour. « Vous n'avez pas à guérir votre peur pour faire un choix. Nous continuerons juste à vérifier les filets de sécurité ensemble. » Le mariage n'était pas la preuve que toutes ses blessures étaient guéries. Ce n'était pas un chemin réservé uniquement à ceux qui avaient oublié leur passé. Hélène choisit d'avancer, portant la connaissance de ses cicatrices. Aux côtés d'un homme qui refusait de traiter ses cicatrices comme normales. Lorsque l'institut dépassa les 10 employés, une situation se présenta. Sophie Duval, une architecte senior d'une 30aine d'années, travaillait à temps partiel après son congé maternité. Elle était exceptionnellement talentueuse, mais devait parfois partir tôt lorsque son enfant en bas âge avait de la fièvre. Le chef de projet masculin qui lui était assigné feignait superficiellement la compréhension, mais il retirait systématiquement Sophie des réunions clients cruciales, transférant ses livrables à un architecte masculin plus jeune et célibataire pour les présenter. « C'est bon, je suppose, » dit Sophie à Hélène doucement. « C'est un fait que mon emploi du temps gêne l'équipe. » En entendant ces mots, Hélène vit un fantôme de son ancienne elle. Être un inconvénient pour l'emploi du temps ne justifie pas que vos contributions intellectuelles soient effacées. Un examen interne révéla que le chef de projet avait soumis les conceptions CAOA de Sophie sous son propre nom. Il avait écrit dans son évaluation de performance que les employés à temps réduit ne peuvent pas être fiables pour des responsabilités primaires. L'Institut audita les métadonnées et les journaux de réunion, corrigeant officiellement les crédits de conception. Le chef de projet fut déchu de son titre de direction et placé sous surveillance probatoire. Il y eut des réticences au sein du cabinet. Vous accordez un traitement spécial aux mères. Qu'en est-il du fardeau sur les personnes qui doivent couvrir leurs absences soudaines ? Hélène convoqua une réunion générale. Blâmer Sophie n'empêchera pas les enfants de tomber malades comme par magie. Ce dont nous avons besoin, c'est d'un système qui ne s'arrête pas complètement quand une personne s'absente. Ce n'est pas seulement la garde d'enfants, la maladie, les parents vieillissants, les accidents. La vie arrive à tout le monde. À partir de maintenant, toutes les tâches critiques doivent avoir un chef de projet adjoint. Toutes les réunions importantes seront enregistrées. Nous ne stockerons pas les décisions vitales uniquement dans le cerveau d'une seule personne. Tout employé qui effectue une couverture d'urgence recevra un temps de récupération obligatoire et une prime de risque. Elle poursuivit. La portée du travail du personnel à temps réduit ne sera pas laissée ambiguë, et leurs livrables seront crédités strictement sous leur propre nom. L'institution de ces changements coûte de l'argent. Julien exprima des préoccupations financières. Je suis d'accord avec la philosophie, mais si nous mettons tout en œuvre ce trimestre, cela anéantira nos marges. Alors, qu'est-ce que nous priorisons ? Le crédit strict et le système de chef adjoint ne coûtent rien d'autre que du temps. Nous les lançons immédiatement. Le paiement de la couverture d'urgence sera mis en place en tant que programme pilote. Je me pencherai sur les subventions de l'État pour les mises à niveau de serveurs nécessaires à l'enregistrement des réunions. D'accord. Ils ne se contentèrent pas de proclamer des idéaux. Ils les décomposèrent en étapes opérationnelles séquentielles durables. L'année suivante, Sophie fut nommée architecte principale sur un projet de centre communautaire massif. Utilisant la perspective exacte qu'elle avait acquise en gérant un enfant en bas âge, elle conçut un espace d'attente et de transit révolutionnaire qui empêchait les parents de se sentir isolés.
Le projet reçut des critiques élogieuses dans les revues d'architecture nationale. Un trou dans un CV ou une limitation d'horaire n'équivaut pas à un manque de talent, déclara Hélène dans une interview. Occasionnellement, des CV d'anciens employés de Création Sterling parvenaient au bureau d'Hélène. Elle ne leur accordait pas automatiquement une priorité d'embauche. Ce n'est pas parce que nous avons survécu à une guerre ensemble qu'ils s'intègrent à la culture que nous construisons maintenant. Lors des entretiens, elle testait non seulement leurs compétences en CAOA, mais aussi s'ils respectaient fondamentalement le travail des autres et s'ils communiquaient immédiatement les échecs. Une ancienne subordonnée fut rejetée et se plaignit bruyamment dans les cercles professionnels. J'ai suivi Hélène Fournier et c'est comme ça qu'elle est froide. La réponse d'Hélène fut stoïque. Je n'ai pas construit cette entreprise pour être une sauveuse. J'ai une responsabilité envers les personnes qui travaillent ici en ce moment. Si je transgresse nos normes éthiques par nostalgie, quelqu'un d'autre ici en paiera le prix. Empathie et limites peuvent coexister. Ce fut la leçon la plus difficile qu'Hélène ait apprise. Pendant ce temps, chez Création Sterling SA, la restructuration était terminée, et Henri démissionna formellement de son poste de PDG. Ce n'était pas seulement pour assumer la responsabilité des bénéfices en chute libre. Il savait que si un homme de la famille fondatrice conservait le pouvoir, toutes les réformes ressembleraient à un coup de publicité superficiel pour sauver son propre héritage. Lors de sa conférence de presse de démission, il ne mentionna jamais le nom d'Hélène. Cette entreprise a survécu en s'appuyant de manière parasitaire sur la dévotion d'individus, et nous avons perpétué une culture de gestion qui refusait d'évaluer ou de créditer équitablement cette dévotion. En tant que PDG, la responsabilité m'incombe entièrement. Lorsque les journalistes l'interrogèrent avec insistance, lui demandant s'il devait des excuses à son ex-femme, il répondit platement « Je n'ai aucune intention d'utiliser des excuses publiques à une personne privée pour réhabiliter ma propre image corporative. » Hélène lut la transcription en ligne. Elle ne l'avait pas pardonné. La douleur du passé n'était pas magiquement effacée, mais elle reconnut silencieusement qu'Henri assumait enfin la responsabilité de ses actes sans exiger sa participation. Les gens peuvent changer, mais ce n'est pas parce que quelqu'un change que la personne qui l'a brisé a l'obligation de revenir vers lui. C'était la dernière limite qu'Hélène voulait prouver au monde. Lors du 5e anniversaire de l'Institut, le personnel encadra le morceau de papier original qu'Hélène avait épinglé au mur. Ne laissez pas les contributions invisibles. Le papier était jauni, les bords légèrement recroquevillés. Hélène rit en l'acceptant. Est-ce que nous suivons vraiment cette règle? Manon sourit. Pas parfaitement, mais nous avons construit une entreprise où nous pouvons le dire à voix haute quand nous ne le faisons pas. Ces mots apportèrent à Hélène plus de joie que n'importe quel prix d'architecture. Il n'y a pas de système parfait et pas de mariage parfait. Ce qui compte, c'est de construire un espace où, lorsque les choses se cassent inévitablement, le fardeau du silence n'est pas jeté sur la personne qui peut endurer le plus de douleur. La première collision majeure qu'Hélène et Julien affrontèrent après leur mariage ne fut pas du tout romantique. Elle éclata lorsque l'Institut envisagea d'ouvrir une succursale à Lyon. Julien pensait que le marché du renouvellement urbain dans le centre de la France était en pleine explosion. C'est le moment d'étendre agressivement. Hélène craignait qu'une expansion alors que le siège social de Paris était encore en cours de stabilisation ne dilue la qualité de leur conception. Ils s'étaient promis de ne jamais laisser leur relation amoureuse influencer les décisions exécutives, mais tenir cette promesse lorsqu'ils s'opposaient fondamentalement était agonisant. Lors d'une réunion du conseil d'administration, Julien proposa d'acquérir une petite entreprise en difficulté à Lyon. Ils ont une équipe locale incroyablement talentueuse, même s'ils ont une dette considérable. Il y a un risque, mais c'est beaucoup plus rapide que de recruter à partir de zéro. Plus rapide ne signifie pas correct, rétorqua Hélène. Avez-vous examiné leur taux de rotation et les registres des heures supplémentaires impayées? Nous restructurons leur politique de RH dès que l'acquisition est finalisée. Et qu'advient-il des personnes qui y travaillent en attendant? Le ton de Julien se durcit. Si nous devons résoudre chaque problème systémique avant de faire un seul pas, nous ne pouvons pas gérer une entreprise. Hélène refusa de céder. Acheter une entreprise en sachant qu'elle est toxique, en affirmant que nous la réparerons plus tard, c'est traiter la souffrance des autres comme une réduction sur le prix d'un actif.
Le personnel de la salle de conférence retint son souffle. Certains avaient l'impression d'assister à une dispute conjugale à peine voilée en réunion du conseil. Cette nuit-là, ils rentrèrent dans le même appartement, mais parlèrent à peine. Ils dînèrent séparément. Julien lut des rapports dans le bureau. Hélène révisa des fichiers CAOA dans le salon. Une vieille terreur familière remonta à la gorge d'Hélène. Si je ne fais pas de compromis, l'ambiance dans cette maison va se briser. Je devrais m'excuser en premier juste pour mettre fin à sa mauvaise humeur. L'impulsion était gravée dans sa mémoire musculaire, mais elle ne s'excusa pas cette nuit-là. Le lendemain matin, Julien lui versa une tasse de café. Arrêtons d'essayer de résoudre cela à l'intérieur de l'appartement. D'accord. Aujourd'hui, je veux convoquer une session extraordinaire avec nos administrateurs externes et un consultant en droit du travail. Quand nous sommes juste tous les deux, nos personnalités et nos passés influencent la logique. Hélène fut légèrement surprise. Vous n'allez pas transformer cela en un problème matrimonial ? En tant que mari, j'étais très irritée, admit Julien franchement. Mais une acquisition est un problème d'entreprise. Si nous les mélangeons, l'un de nous finira par compromettre une décision commerciale de plusieurs millions d'euros juste pour maintenir la paix au dîner. Lors de la session facilitée, ils convinrent de ne pas procéder à un rachat immédiat. Au lieu de cela, ils formèrent un partenariat stratégique de 3 mois. Pendant cette période, ils menèrent un audit du travail conjoint, faisant du paiement des salaires impayés et du remplacement de la gestion intermédiaire toxique des conditions strictes pour l'acquisition finale. Après la réunion, Julien dit à Hélène, « Si vous n'aviez pas freiné des 4 fers, je n'aurais regardé que les métriques de croissance, et j'ai projeté trop de mon traumatisme de Sterling là-dessus. J'ai presque gâché une bonne affaire par peur. J'étais silencieuse à la maison la nuit dernière parce que j'étais furieuse. » Moi aussi. Ils rirent tous les deux. Le mariage n'était pas un sort magique qui éliminait les problèmes. C'était un accord contraignant qui, lorsque des problèmes survenaient, ne serait jamais balayé par le silence forcé de quelqu'un. La question des noms n'était pas non plus anodine. Légalement, Hélène était Hélène Fournier, mais occasionnellement un promoteur conservateur la présentait lors de galas comme la charmante épouse qui aide Monsieur Lambert dans son cabinet. À chaque fois, Julien les corrigeait immédiatement. C'est la QPDG. Mademoiselle Fournier dirige toute la division architecturale. Hélène cessa de rire poliment. Je suis sa partenaire commerciale, pas son assistante. Lors d'une table ronde, un modérateur demanda à Julien sa stratégie macroéconomique, puis se tourna vers Hélène et lui demanda son secret pour concilier carrière et vie de famille. Hélène sourit sereinement et demanda, « N'allez-vous pas demander à mon QPDG comment il concilie sa carrière et sa vie de famille ?» Un rire nerveux parcourut le public. Le modérateur s'excusa rapidement. Hélène n'essayait pas de l'humilier. Elle exposait le biais de la prémisse. Cela ne me dérange pas de parler de ma famille, mais lorsque seule la femme cadre est invitée à expliquer sa vie domestique sur une scène professionnelle, son expertise est instantanément dévalorisée. Si un cabinet est dirigé par un couple marié, veuillez nous poser à tous les deux exactement les mêmes questions. Le clip circula en ligne, suscitant à la fois des éloges et du vitriol. Quelle femme difficile. Même mariée, elle refuse de laisser son mari briller. Dans le passé, Hélène aurait cherché frénétiquement une façon plus douce et socialement acceptable de le formuler. Maintenant, ayant fourni une explication nécessaire, elle refusa d'assumer la responsabilité de la réaction d'Internet. Julien plaisanta, « Tu n'as pas besoin de t'effacer pour que je brille. Aide-moi juste à tenir l'échafaudage pour que l'entreprise ne s'effondre pas. » À la maison, alors que leur charge de travail explosait, leur matrice de tâches s'effondra. Hélène partait pour Lyon. La lessive s'accumulait et le réfrigérateur se vidait. Tous deux étaient épuisés. Hélène fut sur le point de s'énerver. C'était ta semaine pour faire les courses. Mais elle se retint. Le blâmer alors qu'ils étaient tous les deux débordés ne mettrait pas magiquement de la nourriture sur la table. Mais si elle faisait tout tranquillement seule, le fardeau invisible reviendrait. Ils engagèrent un service de nettoyage professionnel 2 fois par semaine, le payant sur leur compte joint.
Ils abandonnèrent l'idéal des repas faits maison tous les soirs et se fièrent sans complexe au service de livraison de repas. Le père de Julien fut horrifié. Vous payez des étrangers pour tenir votre propre maison en ordre? Hélène lui répondit directement. Protéger un foyer ne signifie pas accaparer tout le travail domestique. Cela signifie choisir les méthodes qui nous permettent à tous les deux de rester sains d'esprit et en bonne santé. Dans leur 2e année de mariage, Hélène découvrit qu'elle était enceinte. La joie la submergea instantanément, suivie d'une panique étouffante. Vais-je perdre ma place au cabinet? Les clients douteront-ils de mon engagement une fois que je serai mère? La société exigera-t-elle que je m'efface à nouveau pour quelqu'un d'autre? Julien ne lui dit pas de se reposer par anticipation. Faisons le point en fonction de l'avis de votre médecin, de vos capacités physiques et de ce que vous voulez réellement faire. Quelle partie de votre portfolio voulez-vous que je reprenne? Je ne sais pas encore. Alors c'est bien de ne pas savoir. Nous ajusterons le plan chaque fois que quelque chose changera. Pendant son premier trimestre, de graves nausées matinales forcèrent Hélène à manquer un pitch crucial pour la refonte d'un musée. Manon, la vice-présidente, et l'équipe junior intervinrent, firent la présentation et remportèrent le contrat. Allongée dans son lit, écoutant l'appel téléphonique extatique, Hélène ressentit un profond soulagement, mais aussi une vive pointe de solitude. Vous avez parfaitement réussi sans moi. Julien s'assit au bord du lit. Ils ont réussi sans vous parce que vous avez construit une entreprise qui ne s'effondre pas si vous n'êtes pas dans la pièce. Vous n'êtes pas inutile. Vous avez juste enfin construit un système où vous n'avez pas à vous sacrifier. Hélène pleura. Pendant si longtemps, être nécessaire était synonyme de ne jamais être autorisée à se reposer. Maintenant, elle avait un endroit d'où elle pouvait s'éloigner, sachant qu'il serait toujours là à son retour. Après la naissance de leur fille, ils se partagèrent le congé parental. Pour s'assurer qu'Hélène ne soit pas isolée de l'industrie, Julien se retira du conseil exécutif pendant une période déterminée, déléguant l'autorité à leurs administrateurs externes. Ce ne fut jamais parfait. Le manque de sommeil provoqua de violentes disputes. Il y eut une nuit où Julien oublia un formulaire crucial de la crèche et Hélène lui hurla dessus. Il y eut un moment où Hélène tenta de reprendre le travail des semaines plus tôt que prévu par anxiété et Julien la bloqua fermement. Pourtant, ils n'en firent jamais une guerre pour savoir qui était le meilleur parent. Devenir parent, rester marié, co-gérer une entreprise, rien de tout cela ne fonctionnait uniquement sur l'amour. Cela fonctionnait sur des coûts fixes, des feuilles de calcul financières, des politiques structurelles, des excuses, des corrections et d'incessantes répétitions peu glamour. Pour Hélène, cette réalité profondément pragmatique et ancrée semblait infiniment plus belle que n'importe quel conte de fées. La 7e année de l'Institut, un ouragan de catégorie 4 dévasta une ville côtière en Provence. Les berges de la rivière cédèrent, la rue principale historique fut ensevelie sous une boue toxique, et le gymnase du lycée déborda de résidents âgés et d'enfants déplacés. L'Institut avait déjà travaillé sur la réfection d'une installation publique dans ce même département. Hélène rassembla immédiatement une équipe d'intervention d'urgence et s'envola sur place. Les architectes ne peuvent pas effectuer de triage médical ou de sauvetages aquatiques. Sachant cela, Hélène n'essaya pas de jouer la héroïne en dehors de sa juridiction. Elle se concentra entièrement sur l'optimisation de l'évacuation, de la circulation dans les abris, la conception de centres commerciaux éphémères pour les épiciers déplacés, le suivi de la logistique du logement transitoire, et la traduction de données complexes de la Protec civile en cartes visuelles pour les habitants paniqués. Peu après la tempête, un conglomérat immobilier massif dévoila un plan de réaménagement, symbole d'espoir. Ils proposèrent de raser le centre-ville en ruine pour construire un complexe hôtelier à usage mixte en hauteur, promettant d'attirer le tourisme et des emplois d'un seul coup. Le maire était fasciné. Mais à la mairie, les habitants se révoltèrent. Nous n'avons pas besoin d'une tour de luxe. Nous avons besoin d'un endroit pour ouvrir notre quincaillerie le mois prochain. Nous n'avons pas de ligne de bus des caravanes de la Protec civile à la clinique de dialyse. Si nous quittons cette ville pendant 2 ans, nous ne reviendrons jamais. Hélène prit la parole et présenta un plan de reconstruction qui refusait catégoriquement de transformer la tragédie de la ville en un grand récit architectural.
Phase 1, structure commerciale temporaire et restauration des lignes de transport. Phase 2, stabilisation résidentielle et infrastructures de santé localisées. Phase 3, ce n'est qu'alors que nous discuterons des investissements touristiques extérieurs. Si vous gonflez artificiellement la valeur des terrains avant le retour des habitants, les personnes qui ont survécu à la tempête ne pourront pas se permettre le loyer. Les promoteurs immobiliers étaient furieux. Votre plan n'a pas de vision, pas de rêve. Un rêve qui ignore comment ces gens vont survivre demain matin n'est qu'un avis d'expulsion déguisé, rétorqua Hélène. L'Institut se retira du projet, symbole très lucratif, optant plutôt pour la gestion de la reconstruction infrastructurelle difficile et peu glamour. Certains membres du personnel du cabinet étaient inquiets. Hélène, c'est socialement juste, mais si l'entreprise tombe dans le rouge, nous ne pourrons pas la maintenir. Hélène ne le nia pas. La justice ne couvre pas la masse salariale. C'est pourquoi nous ne faisons pas cela par charité. Nous accumulons agressivement les subventions de la Protection civile, les budgets de récupération de l'État et les dotations philanthropiques pour financer nos contrats. Il est vital que nous ne laissions pas les promoteurs romantiser la tragédie pour exiger un travail gratuit des experts. Julien géra la logistique financière depuis Paris tandis qu'Hélène dirigeait les opérations sur le terrain. Des mois plus tard, le marché temporaire ouvrit. C'était une rangée de simples modules préfabriqués, mais les fondations étaient surélevées contre de futures crues. Les cloisons étaient amovibles pour permettre des événements communautaires le week-end, et l'aménagement comprenait des bancs ombragés pour les seniors, un salon bien éclairé pour les devoirs des enfants, et une clinique médicale éphémère. Le jour de l'ouverture, une femme tenant un marché aux poissons local saisit la main d'Hélène. « Je n'aurais jamais pensé que je pleurerais sur une boîte en métal. Mais parce que c'est petit, nous avons pu nous remettre au travail rapidement. Les bâtiments sophistiqués peuvent attendre. J'avais juste besoin d'un endroit pour poser ma planche à découper aujourd'hui. » Hélène écrivit cette citation sur la toute première page de son carnet de croquis. Alors que la récupération s'éternisait, une offre formelle d'assistance arriva de Création Sterling SA. Le PDG actuel était un nouvel arrivant, tandis qu'Henri siégeait au conseil en tant que directeur non exécutif. Sterling avait un énorme levier sur la chaîne d'approvisionnement en matériaux de construction et un fonds dédié au secours en cas de catastrophe. Le personnel se crispa. « Nous les rejetons ?» Hélène lut la proposition. « Si les conditions sont équitables, il n'y a aucune raison de les rejeter. Je ne limiterai pas l'accès de cette ville aux ressources justes pour régler un vieux compte personnel. » Lors des réunions opérationnelles conjointes, Henri n'apparut jamais. Plus tard, un contrat formel arriva accompagné d'une brève lettre tapuscrite. « J'ai estimé que ma présence à la table de négociation vous imposerait un fardeau psychologique inutile. Les obligations de l'entreprise Sterling seront entièrement remplies par notre équipe de direction. » Hélène ne répondit pas, mais elle respecta la décision. Parfois, la meilleure façon de réparer une relation est de rester très éloigné d'elle. Henri avait enfin appris à faire cela. Un an plus tard, le plan de récupération progressive de la Provence remporta un prix international de design urbain. Le jury le salua non pour son esthétique monumentale, mais pour avoir créé un système qui redonnait le pouvoir d'agir et le choix aux habitants à chaque étape. Lors de la cérémonie à Paris, Hélène se tint au podium et lut les noms de toute la coalition, employés municipaux, commerçants locaux, travailleurs sociaux, jeunes architectes et chefs de chantier. Elle refusa que les 2 PDG de l'Institut soient présentés comme les seuls héros. À la suite d'une catastrophe, il y a une immense pression pour une action rapide et décisive. Mais plus vite vous agissez, plus il est facile pour les voix les plus fortes et les plus riches de dicter l'avenir. Ce que nous avons conçu n'était pas seulement un plan de bâtiment. Nous avons conçu le temps nécessaire pour prendre de bonnes décisions et la marge de manœuvre structurelle pour corriger les erreurs. Hélène marqua une pause, regardant la foule. Je crois que les vies humaines sont construites de la même manière. Vous n'avez pas à vous détruire juste pour prouver qu'un choix que vous avez fait il y a des années, que ce soit un mariage ou une carrière, était le bon. Lorsque vous réalisez qu'une conception échoue, vous changez les plans. Vous regardez les décombres, décidez ce qu'il faut récupérer et décidez ce qu'il faut laisser tomber. Recommencer ne rend pas votre passé insignifiant.
C'est simplement l'acte de prendre les leçons brutales du passé et de les intégrer dans les fondations de votre avenir. Dans le public, Julien était assis, tenant leur jeune fille. Elle était totalement inconsciente de la gravité du discours et s'était endormie contre son épaule. Julien la tenait d'un bras et applaudissait de sa main libre. En les regardant tous les deux, une profonde chaleur se répandit dans la poitrine d'Hélène. Sa vie n'était pas complète juste parce qu'elle avait une famille. Elle n'avait pas gagné contre son passé juste parce que son entreprise prospérait. Elle avait trouvé un moyen de se connecter aux autres sans faire taire sa propre voix. Elle pouvait continuer à travailler. Et lorsqu'elle échouait, elle avait un système qui lui permettait de le réparer. Construire cet état d'existence année après année, avec acharnement, était sa véritable définition du bonheur. Après la cérémonie, une journaliste l'interpella. « Cela vous semble-t-il être l'ultime vengeance contre votre ancien mari et votre ancien cabinet ?» Hélène sourit faiblement. « Non. Pour vouloir me venger, je devrais continuer à les regarder en arrière. Je regarde maintenant dans une direction complètement différente. Alors, quelle est votre force motrice ? Je voulais construire une réalité où travailler dur ne signifiait pas se jeter par la fenêtre. C'est tout. » Dans la voiture en rentrant, Julien la regarda. « Tu étais incroyablement cool là-haut aujourd'hui. Seulement aujourd'hui. Si tu le dis tous les jours, ça perd de sa valeur. Les mots ne sont pas un inventaire. Utilisez-les quand vous en avez besoin. Compris. J'attends des mises à jour quotidiennes. » Sur la banquette arrière, leur fille se frotta les yeux et annonça qu'elle avait faim. Ils rirent, sautèrent la soirée de gala glamour de l'industrie et s'arrêtèrent dans un restaurant familial bruyant et lumineux près de l'autoroute. En 10 minutes, leur fille renversa du ketchup sur la jupe de la robe de créateur d'Hélène. Julien attrapa une pile de serviettes et Hélène soupira. Bien qu'elle rit avec elle, cette réalité désordonnée et imparfaite était bien plus tangible et belle que n'importe quel trophée étincelant. Ce n'était pas une maison impeccable et sans défaut construite par quelqu'un d'autre pour qu'elle s'y promène sur la pointe des pieds. C'était une vie où les choses se salissaient, les horaires s'effondraient, ils se disputaient, puis ils nettoyaient ensemble. Une vie qu'ils avaient le pouvoir de mettre à jour eux-mêmes. Lors du gala de remise des prix, après avoir parlé de la ville côtière et du quartier historique, Hélène aborda brièvement son propre parcours. Pendant très longtemps, j'ai cru qu'endurer en silence était un signe de maturité. Mais se cacher dans ce silence était une habitude toxique de me réduire pour protéger le confort des autres. La grande salle de bal était silencieuse. Ce n'est pas parce que quelqu'un a la capacité d'endurer que la société a le droit d'exiger qu'il continue d'endurer. Ce n'est pas parce que les employés ne se plaignent pas qu'ils se sentent respectés. L'architecture est le travail d'éclairer les espaces négligés et oubliés. Je veux que notre organisation fasse exactement cela pour les personnes qui la composent. Au premier rang, Julien applaudit avec ferveur. Après le discours, une jeune femme approcha Hélène avec hésitation. Elle expliqua qu'elle avait quitté une entreprise très performante après avoir eu un bébé et qu'elle avait presque abandonné l'idée de revenir à l'architecture. « J'ai un trou de 5 ans dans mon CV. Est-ce trop tard ? 5 ans n'est pas un vide où votre cerveau a cessé de fonctionner, lui dit Hélène. Les observations que vous avez faites en gérant une vie humaine peuvent être directement transposées dans le design. Mais s'il vous plaît, ne revenez que dans un cabinet qui n'utilise pas votre trou dans votre CV comme excuse pour sous-estimer votre salaire. » Quelques semaines plus tard, l'Institut embaucha la femme comme chercheuse à temps réduit. Hélène mettait méthodiquement en œuvre chaque politique dont elle avait autrefois désespérément besoin. Cet hiver-là, la liquidation finale des biens de son divorce se conclut, et le domaine de Grignancourt fut vendu. Son avocat la prévint que quelques cartons de ses affaires avaient été trouvés dans le bureau et lui demanda de les confirmer. Hélène se rendit seule sur place. Le manoir semblait encore plus vide qu'auparavant, son immensité presque oppressive. Sur le mur du salon, de faibles contours carrés restaient là où ses œuvres d'art étaient autrefois accrochées. Sur l'étagère inférieure du bureau, elle trouva un carnet de croquis de ses années universitaires, écrit de sa propre écriture de jeunesse. Sur la page de garde se trouvait une simple phrase : « L'architecture existe pour que les gens vivent mieux. Elle n'existe pas pour décorer le pouvoir de quelqu'un d'autre. »
Hélène fixa l'encre pendant longtemps. Elle savait exactement ce qui comptait pour elle depuis ses 20 ans. Elle l'avait simplement enterré sous le besoin désespéré d'être utile dans son mariage et sa vie professionnelle. Quand elle sortit par la porte d'entrée, une légère neige tombait. Julien l'attendait près de sa voiture sur le trottoir. « Tout est réglé ?» demanda-t-il. « Oui, j'ai trouvé un dernier carnet de croquis. »« Vous gelez ?»« Un peu. » Elle monta sur le siège passager et ouvrit le vieux carnet. Il s'avère que la jeune moi était plutôt idéaliste. Vous l'êtes toujours. Maintenant, je suis une idéaliste qui rédige obsessionnellement des clauses de sortie. C'est ce qu'on appelle le progrès. La voiture s'éloigna et le vaste domaine s'estompa dans la neige dans le rétroviseur. Hélène ne regarda pas en arrière. « Où allons-nous ?» demanda Julien. Hélène réfléchit un instant. « Rentrons à la maison. » Le mot « maison » ne portait plus un poids écrasant. Ce n'était pas une forteresse construite pour protéger l'ego fragile d'un homme. C'était un endroit avec des tables de dessin, des dîners chauds et une règle selon laquelle si vous étiez en retard, vous envoyiez un SMS. C'était un endroit où si vous étiez épuisé, la vaisselle pouvait attendre le lendemain. Un endroit où quelqu'un vous attendait, mais ne vous culpabilisait pas si vous aviez besoin de temps loin. Plus important encore, c'était un endroit où elle n'avait jamais à se faire petite pour s'y intégrer. Lorsque leur fille entra en première année, Hélène dut finalement trouver comment lui expliquer son passé. Les bibliothèques de l'Institut contenaient d'anciens magazines d'architecture la présentant chez Création Sterling, et les recherches en ligne révélaient facilement le drame médiatique de son divorce. Si elle essayait de le cacher, sa fille finirait par entendre l'histoire d'une perspective déformée par quelqu'un d'autre. Un après-midi, sa fille trouva un vieil article de magazine. « Maman, étais-tu mariée à quelqu'un d'autre avant papa ?» Hélène croisa le regard de Julien. Julien n'intervint pas pour la sauver. Il s'assit simplement à côté de leur fille. « Oui, j'ai été mariée. » Était-ce un méchant ? Hélène marqua une pause, choisissant ses mots avec soin. « C'était une personne qui m'a beaucoup blessée. Mais il est difficile de définir un être humain entier avec un seul mot. Il avait aussi de bonnes qualités. Et plus tard, il a essayé de réparer les erreurs qu'il avait commises. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un vous blesse puis s'excuse que vous devez rester avec lui. Vous ne devez pas. Non. Quand quelqu'un s'excuse, vous décidez si vous voulez lui pardonner. Et même si vous lui pardonnez, vous n'avez pas à redevenir les meilleurs amis du monde. Vous pouvez garder vos distances et vous pouvez laisser tomber votre colère, tout cela en même temps. Sa fille fronça le visage, assimilant la complexité. Alors, papa et toi, vous allez aussi rompre ? Julien répondit cette fois. Personne ne peut promettre que l'avenir sera absolument parfait, mais je peux te promettre ceci. Quand nous sommes contrariés, nous en parlons. Nous n'essaierons jamais d'effrayer l'autre pour qu'il nous obéisse, et nous sommes toujours autorisés à avoir des opinions différentes. La poitrine d'Hélène se serra légèrement. Il aurait été tellement plus facile de dire « Nous serons ensemble pour toujours ». Ne t'inquiète pas. Mais promettre un avenir sans faille était un mensonge. Promettre une norme de comportement pour quand les choses se gâtaient, était la forme la plus vraie d'intégrité. Si tu dis que tu détestes quelque chose, nous écouterons, ajouta Hélène. Si nous faisons une erreur, nous nous excuserons auprès de toi. Nous ne te dirons jamais, contente-toi parce que nous sommes une famille, point. Sa fille y réfléchit sérieusement pendant une minute. D'accord, alors. Je déteste les poivrons ce soir. Hélène et Julien éclatèrent de rire. Tu as absolument le droit de dire que tu les détestes, dit Julien d'un air impassible. Mais savoir si tu les manges ou non est une négociation concernant ta santé nutritionnelle. Sa fille gonfla les joues en signe de protestation. Enseigner les limites ne signifiait pas accorder tous les souhaits. Cela signifiait mettre les besoins des deux personnes sur la même table et s'assurer que la personne ayant le plus de pouvoir ne déclarait pas unilatéralement le résultat. Hélène exigea les mêmes limites rigoureuses à l'Institut. Après avoir remporté une série de prix prestigieux, le cabinet entra dans une phase dangereuse où personne ne voulait la contredire. Lors des réunions, quel que soit le concept qu'Hélène esquissait,
la salle l'approuvait immédiatement. Julien la prit à part. Vous risquez de devenir le nouveau Henri. Hélène fut profondément offensée. Je ne vole pas le crédit des autres. Il ne s'agit pas de vos intentions. Lorsque votre autorité devient aussi massive, le coup psychologique pour un jeune architecte de dire « je ne suis pas d'accord » devient terrifiant. Même si vous êtes gentille, la suggestion informelle du PDG est perçue comme un ordre absolu. Hélène bouda pendant quelques jours, mais lorsqu'elle examina les transcriptions de leur charrette de conception, elle remarqua un schéma glaçant. Dès qu'elle donnait un avis, tout débat cessait. Lors de la charrette suivante, elle institua une nouvelle règle, le PDG parle en dernier. Le personnel junior et les consultants externes présentaient en premier. Elle ajouta une clause au manuel des RH stipulant explicitement qu'un désaccord avec la conception d'un directeur n'aurait jamais d'impact négatif sur une évaluation de performance. De plus, ils mirent en œuvre un système d'évaluation anonyme à 360 degrés pour l'équipe PDG. La première série de commentaires fut brutale. Les réponses d'Hélène Fournier sont trop courtes lorsqu'elle est stressée, ce qui donne l'impression aux employés d'être rejetés. Hélène surpondère le risque en raison de traumatismes passés, ce qui rend le cabinet lent à adopter des technologies expérimentales. Julien Lambert s'appuie trop sur la logique froide et peut être insensible aux frictions émotionnelles dans la dynamique d'équipe. Les lire fut douloureux, mais ils publièrent les critiques en interne et annoncèrent leur plan d'action pour les corriger. J'ai quitté une organisation qui ne me respectait pas pour construire celle-ci, dit Hélène à son personnel. Mais survivre à un environnement toxique ne me confère pas magiquement le droit d'être une patronne parfaite et sans défaut. Une fois que vous détenez le pouvoir, il est incroyablement facile de confondre le silence terrifié des gens avec leur accord enthousiaste. J'ai besoin que vous nous aidiez à construire les systèmes qui empêcheront Julien et moi de faire cela. Ces mots étaient un avertissement pour elle-même. Être une victime dans le passé ne lui accordait pas une immunité permanente contre le fait de devenir une oppressante à l'avenir. Ce qu'Hélène voulait vraiment n'était pas un trône où elle avait toujours raison. Elle voulait une communauté où elle pouvait admettre qu'elle avait tort, le corriger, et ne pas perdre sa valeur dans le processus. 10 ans plus tard, l'Institut de design urbain Fournier organisa son exposition du 10e anniversaire. Le titre de l'exposition était simple, Retour. À l'entrée, une courte plaque écrite par Hélène accueillait les invités. Un être humain n'est pas seulement profondément blessé lorsqu'il est chassé d'un lieu. Les blessures les plus profondes se produisent lorsque nous restons dans un lieu où nous ne sommes pas autorisés à être nous-mêmes et que nous sommes forcés d'appeler cette endurance amour ou responsabilité. Revenir, ce n'est pas se faire sauver par quelqu'un d'autre. C'est l'acte d'utiliser sa propre volonté pour revenir au centre absolu de sa propre dignité, de son propre travail et de sa propre vie. À l'intérieur de la galerie étaient exposées des maquettes du port historique de Bordeaux, d'un immeuble de logements sociaux intergénérationnels, du marché modulaire post-ouragan et d'un pôle de transport qui faisait également office de cafétéria de lycée. De jeunes architectes expliquaient les schémas. Des habitants montraient avec enthousiasme des maquettes de leur propre quartier. Et des enfants étaient assis par terre à tracer des plans. Une étudiante en architecture approcha Hélène. Quand on doit recommencer sa vie, quelle est la partie la plus difficile ? Hélène ne répondit pas tout de suite. La partie la plus difficile n'est pas de faire le premier pas. La partie la plus difficile est de s'avouer à soi-même qu'on aurait dû faire ce pas des années auparavant. Avez-vous des regrets ? Oui. Mais choisir le terrain sur lequel vous vous tenez maintenant est bien plus important que de vous punir sans fin d'être en retard. L'étudiante hocha frénétiquement la tête, prenant des notes. Cet après-midi-là, Henri Dubois visita discrètement la galerie. Il avait depuis longtemps pris sa retraite de PDG, ne siégeant qu'en tant que membre consultatif du conseil d'administration d'une société Sterling Holdings radicalement restructurée. Perdre le pouvoir ne l'avait pas magiquement transformé en saint, mais il passait ces dernières années à apprendre lentement et douloureusement à construire des systèmes qui ne traitaient pas la brillance des autres comme sa propriété personnelle. Il aperçut Hélène de l'autre côté de la pièce. Elle se tenait à côté de Julien, écoutant une jeune designer présenter un concept à un donateur. Ils ne se tenaient pas la main, et aucun d'eux n'essayait de surpasser l'autre. Ils ne s'interrompaient pas, échangeant seulement de brefs regards alignés lorsque c'était nécessaire. Henri ne s'approcha pas d'eux.
En partant, il laissa une seule carte de visite à la réception. Au dos, écrit à la main, se trouvaient les mots « Félicitations pour ses 10 ans ». Quelques jours plus tard, Henri reçut une carte de remerciement formelle en papier épais de l'Institut. Elle était signée « Hélène Fournier, QPDG ». Rien de plus, pas de note personnelle. Henri plaça la carte dans le tiroir de son bureau. L'ancien Henri aurait interprété sa réponse comme un signal désespéré qu'elle tenait toujours à lui. Maintenant, il connaissait la vérité. La politesse n'est pas l'amour. Le pardon n'est pas une invitation à revenir. Son bonheur lui appartenait entièrement, et il n'était plus autorisé à s'écrire dans son histoire. Le dernier soir de l'exposition, une fois la foule dispersée, Hélène traversa la galerie silencieuse, seule. 10 ans auparavant, lorsqu'elle avait laissé ses clés et les papiers de divorce sur cette table basse, elle pensait tout perdre. Le titre d'épouse, le poste de directrice d'entreprise, l'équipe qu'elle avait formée, sa stabilité sociale, et elle avait beaucoup perdu. Il y eut des nuits sans sommeil, la terreur du litige et les rumeurs vicieuses selon lesquelles elle était une traîtresse. Mais regardez ce qu'elle avait récupéré. Le droit de concevoir sous son propre nom, le pouvoir de dire non, la capacité de demander de l'aide. Une relation qui ne se brisait pas quand elle se mettait en colère. Une équipe où personne n'avait à sacrifier son crédit pour la gloire de quelqu'un d'autre. Et une vie où elle n'avait pas à prouver sa valeur pour être choisie, car elle s'était enfin choisie elle-même. Julien éteignit les projecteurs et s'approcha, prêt à rentrer chez lui. Oui, demain est un jour férié. Que allez-vous faire? Hélène rit. Absolument rien. Je vais faire la grasse matinée, me promener à midi et voir le reste quand le soleil commencera à descendre. Une stratégie impeccable. Ils sortirent ensemble de la galerie. Une pluie froide de printemps tombait sur le pavé parisien. Julien ouvrit un grand parapluie noir. Hélène ne rétrécit pas ses épaules pour se presser exactement au centre de son espace. Elle marcha confortablement à ses côtés, occupant sa propre place. Autrefois, elle avait cru que tenir silencieusement un parapluie cassé pour quelqu'un d'autre, même en se faisant tremper, était la définition de l'amour. Maintenant, elle savait mieux. Un bon partenariat ne consiste pas à ce qu'une personne endure la pluie glaciale pour que l'autre reste au sec. Si le parapluie est trop petit, on s'arrête et on en achète un plus grand. Si le vent change, on échange qui tient la poignée. Et les jours où l'on doit marcher dans des directions différentes, on ne se force pas à se blottir sous le même abri. Hélène ne vivait plus comme la femme de quelqu'un, le support administratif de quelqu'un, ou la gestionnaire de crise non rémunérée de quelqu'un. Elle était Hélène Fournier, architecte. Elle était un membre de sa famille. Et avant tous ces titres, elle était un être humain qui dictait les termes de sa propre existence. Au-delà de la pluie, les lumières de la ville s'estompaient dans l'air humide. Elle ne regarda pas en arrière. L'endroit où l'on est censé retourner ne se trouve jamais dans le passé. Il existe entièrement dans l'avenir que l'on choisit de construire. Brique par brique. Les personnes qui ont enduré la souffrance pendant longtemps confondent souvent partir avec admettre la défaite. Mais les années passées à endurer ne vous obligent pas à rester dans la pièce qui vous a brisé. Que ce soit en amour ou au travail, le moment exact où quelqu'un traite votre éclat et votre gentillesse comme une ressource illimitée et gratuite est le moment où la fondation se fissure. Tracer une limite pour se protéger n'est pas de la froideur. Ce n'est pas un acte de vengeance. C'est simplement la résolution silencieuse et inébranlable de enfin vivre sous ses propres termes.